Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Laissez-moi vous parler du sponsor de cet épisode, demandecartegrise.com. Je sais que beaucoup d'entre vous passent pas mal de temps sur les sites d'annonces et craquent parfois pour de nouvelles autos, motos ou autres véhicules en tout genre. Ce sera bientôt mon cas lorsque j'aurai trouvé ma fameuse Xara VTS. Qui dit achat dit aussi démarches administratives, galères, perte de temps et frais aléatoires. C'est là où demandecartegrise.com intervient. Vous êtes acheteur, vendeur, vous déménagez ou vous changez de nom. Bref, vous l'aurez compris, toutes les démarches liées à la carte grise de n'importe quel véhicule sont possibles. C'est super simple d'utilisation depuis votre smartphone et vous pouvez faire toutes vos démarches en 3 minutes, peu importe l'endroit où vous trouvez. Si vous venez de ma part, j'ai négocié une réduction de plus de 35% par démarche, valable pour tous les auditeurs de Dans la boîte à gants. Pour cela, vous avez juste à suivre le lien que je vous mets en description de l'épisode. Allez-y, testez, vous allez adorer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Briand, fondateur de Motortech, le leader de la préparation automobile en France. Considéré comme un magicien pour certains et comme un bricoleur pour d'autres, vous allez en apprendre un peu plus sur cette profession souvent caricaturée. Il nous raconte comment est née sa passion pour l'automobile à travers les histoires de son grand-père, les autos de sa grande sœur et son côté geek qui se développe rapidement en tant qu'enfant très vite livré à lui-même. À travers cet épisode, Yann nous explique aussi son rêve initial, celui de devenir avocat spécialisé dans le droit routier. Mais le destin en a voulu autrement, car il se retrouve à utiliser ses talents de programmateur automobile à mauvais escient. Je ne vous en dis pas plus, car il l'explique si bien que le spoiler serait une offense. Bref, après cette mésaventure, il se reprend en main, non sans mal, et après un passage chez O2 Programmation pour consolider ses bases professionnelles, il se lance à son tour dans son entreprise en 2008. Les débuts sont bien loin de l'entreprise florissante que Motortech est aujourd'hui, et plus d'une fois il a failli abandonner. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur car il retrace le parcours d'un homme qui est parti de rien et dont l'histoire a montré plus d'une fois que sa destinée aurait pu être tout autre. Il est aussi bourré d'anecdotes et vous n'êtes pas à l'abri d'apprendre quelques petites choses. Mais rassurez-vous, on a bien entendu parler d'automobile et notamment de ses incroyables McLaren, mais aussi de ses apparitions sur YouTube, sur la chaîne de GMK, mais aussi de la chaîne d'Erwan, que je salue, donc The Glove Driver, que je salue au passage, et avec qui Yann a enregistré une vidéo sur sa McLaren. Je vous mettrai le lien en description, et je remercie Erwan pour la mise en relation. Vous retrouverez toutes les coulisses du podcast sur Instagram, @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger, je réponds absolument à tous vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir les épisodes qui sont déjà sortis, il y en a actuellement 36 je crois. En tout cas ceux que vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter. Avant de débuter l'épisode, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous seriez des légendes en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Rien de plus simple, ça prend 2 secondes, c'est bien évidemment gratuit, il faut simplement un iPhone ou un Mac. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et donc par conséquent de pouvoir convaincre des invités toujours plus incroyables de venir dans la boîte à gants. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Yann. Salut. Salut Yann. Et oui, t'es mon premier homonyme d'ailleurs ouais, sur ce podcast. Ah bah écoute. Je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui te connaissent pas encore ? Je m'appelle Yann. Je vais avoir 34 ans. Et moi je suis dans l'automobile, je suis préparateur. Donc c'est-à-dire que pour certains je suis un magicien, pour d'autres je suis un bricoleur. Mais je modifie les voitures. Voilà. Je modifie les voitures pour les rendre mieux, parfois moins bien. Mais voilà, c'est un petit peu mon métier depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai monté un réseau qui s'appelle Motortech. Et je fais donc essentiellement du développement informatique et logiciel, enfin pour ma partie dans cette activité. On va voir un peu tout le déroulé, mais justement, t'es avant tout un passionné automobile. Et quand on en discutait, tu viens de me le dire à l'instant en off, on essayait de comprendre un petit peu d'où venait cette passion. Elle remonte à l'enfance pour toi ? Ouais, c'est cette discussion qui avait généré un petit peu des souvenirs chez moi parce que c'est vrai de se dire mais d'où vient ça ? Pourquoi j'en suis arrivé là ? Comment ? Et ce que je te disais, c'était par rapport à mon grand-père. Quand j'étais tout gamin, mon grand-père travaillait chez Renault à la régie à Paris et il travaillait sur les prototypes, donc dans les phases de test expérimentales des voitures avant leur commercialisation ou même sur des voitures qui n'ont jamais été commercialisées. Et donc quand j'étais tout petit, c'est-à-dire quand j'avais 4-5 ans, j'étais un petit peu bercé de ces récits
d'essais de voiture, quoi. Il te racontait quoi par exemple? C'était quoi un peu les histoires qui pouvaient t'expliquer? Les histoires, c'était on allait sur circuit, il me dit là aujourd'hui on a fait des circuits, puis on n'a pas arrêté, on a roulé je sais pas 8 heures, 10 heures non-stop en tournant autour d'un ring en fait, voilà, et ça s'arrêtait jamais. Ou des fois il partait faire des balades, puis des fois il y avait des problèmes quoi, il y avait des pannes, il y avait des trucs. Je me souviens quand j'étais gamin, c'était vraiment sur des vieilles autos, donc il me parlait de la R5 Turbo à l'époque, Turbo 2 etc. où ils essayaient, ils disaient putain ça va pas, ça arrête pas de casser, enfin voilà, c'était assez rigolo quoi. Des petits déplacements qu'ils faisaient en bande avec des copains, où ils roulaient à fond sur les nationales, chose complètement interdite aujourd'hui, on peut plus faire, mais je pense comme je te disais tout à l'heure, c'est que c'est une autre époque. Donc t'avais une insouciance quoi par rapport à maintenant. Ouais, il y avait peut-être un petit peu moins de règles, il y avait pas la pression que tu pouvais avoir aujourd'hui, donc je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment aimé, et c'est pour ça qu'il a travaillé peut-être 20 ou 30 ans chez Renault quoi, parce que il en était complètement dingue. Jusqu'à ce qu'il disparaisse, il a toujours été fan de Renault, ultra Renault, voilà. Donc là on parlait d'un moment où tu avais 4-5 ans, très très jeune. Tu te mets à la compétition en kart? Alors c'est arrivé un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça. Parce que 5 ans pour faire du kart, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Mais c'est pas impossible, parce que j'ai un petit garçon qui a... Non, 5 ans, c'est jeune. Mais moi, j'ai un petit garçon qui a 7 ans, qui a fêté ses 7 ans il y a quelques jours. Et là, je le mets vraiment, comme il est fan aussi, parce que ça fait... Je mentais. J'allais faire du karting à côté de chez nous, hier. Et il me demandait l'âge. Et comme il paraît plus grand que son âge, si tu veux, il me disait, il a 6 ans, oui, il a 6 ans. Il n'avait pas 6 ans, il avait tout juste 5 ans. Et on a commencé comme ça, et il a adoré. Et là, à partir de l'année prochaine, on le met vraiment... sur cet été en tout cas, on le met vraiment dans une école de kart pour qu'il apprenne à en faire un peu plus professionnellement quoi. Et toi t'as commencé plutôt à une dizaine d'années, c'est ça? Ouais. Moi j'ai commencé pareil parce que j'adorais, j'aimais conduire comme tout gamin, j'étais complètement, enfin comme beaucoup d'enfants en tout cas, j'étais fan de voitures. Donc je passais ma vie sur Gran Turismo et puis j'avais très très envie de faire du karting quoi. Le problème c'est que j'ai pas vraiment pu aller plus loin dans cette voie-là parce que c'était une passion qui coûtait quand même très cher. Moi j'avais des parents qui avaient pas énormément de moyens, donc j'ai été là où j'ai pu aller. J'ai fait quelques petites compétitions, quelques petits championnats, rien de très sérieux quoi, surtout du local. Et après, l'adolescence est arrivée, et puis voilà, les scooters, les motos, et après le permis, et la vie a fait son chemin, quoi. Bah justement, pour revenir un petit peu à cette période-là, tu disais tes parents n'étaient pas spécialement dans la bagnole, donc ils t'ont pas forcément soutenu à fond dans Enfin, on te poussait pas, si tu veux, à rester dans l'auto. Non, alors pas du tout. Alors même d'une façon un peu plus personnelle, plus généralement, mes parents m'ont pas vraiment poussé dans quoi que ce soit parce que je vais pas m'étaler trop là-dessus, mais j'ai pas eu une enfance très très facile. Souvent les gens, enfin ceux qui me connaissent ou surtout ceux qui me connaissent pas, m'attribuent une famille en or avec une réussite de part des parents, etc. Mais non, c'est totalement faux. C'est que moi j'avais un père qui était pas très très présent, pour ainsi dire pas présent du tout, et une mère finalement qui a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et donc nous, je dis nous parce que j'ai 2 grandes sœurs, on a été un petit peu très rapidement livrés à nous-mêmes. Donc on avait plutôt une relation avec nos parents, c'était plutôt une relation alimentaire. C'est-à-dire que ils ont géré pour subvenir à nos besoins, etc. Mais sur le plan émotionnel et de on va dire d'insertion dans l'intérêt du développement et de la vie professionnelle, ça a été néant quoi. Et justement, tu parlais de tes sœurs. Tu as une de tes sœurs qui est une passionnée d'auto. Ouais, et c'est elle aussi d'ailleurs qui a beaucoup contribué à ma passion de l'auto. Donc j'avais une sœur qui a 9 ans de plus que moi. Et dès qu'elle a eu son permis, elle était gaga de voiture. Donc à l'époque, d'ailleurs tout comme moi, elle a galéré quoi. Elle a été étudiante, ça a été difficile pour elle. Mais elle a très très bien réussi sa vie aujourd'hui. Aussi dans l'automobile? Alors non, rien à voir. Okay. Non, elle est partie aux États-Unis, elle a fait divers business dont l'import-export, etc. Donc c'est des très grosses boîtes qu'elles ont montées avec son mari. Aujourd'hui, elle a très belles autos, Ferrari, Aston Martin, etc. Donc, mais moi j'ai connu un petit peu ses débuts où elle a pu racheter ses premières vraies belles voitures, tu vois. Et c'était voilà, moi j'avais 15 ans et je montais là-dedans et je me disais mais c'est incroyable quoi. Et je pouvais rester seul pendant 1 heure ou 2 dans une voiture, assis à simplement regarder, écouter de la musique. Je pouvais contempler une voiture. Je me rappelle à l'époque elle avait une E55 AMG, donc c'était ça devait être aux alentours des débuts des années 2000, tu vois.
Ouais, c'était le top à cette époque. Mais c'était... putain, je me disais, mais c'est extraordinaire, quoi. Ça te procurait quoi? C'était un peu un moment d'évasion à ce moment-là? Tu pensais plus à, on va dire, aux petits problèmes de la vie et t'étais vraiment focus sur ce moment-là? Ouais, c'était une bulle d'oxygène, ouais. Ouais, même une voiture à l'arrêt, quoi. Ah, même une voiture à l'arrêt. Bon, c'était encore plus sympa quand t'es roulé. Ouais, forcément. Hein, mais c'était vraiment une passion, quoi. Je me documentais. Bon, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. Donc, j'avais toute une collection de magazines. J'adorais me documenter sur les motorisations, sur les sorties, sur les voitures, sur les trucs que je connaissais. C'était un petit peu, je te dirais, comme des cartes Pokémon, quoi. Tu vois, je connaissais tout sur les bouts des doigts parce que j'adorais ça. Et puis, j'essayais de me faire un avis, une opinion sur tout, même si c'est des trucs que je connaissais pas, des voitures que j'avais jamais vues. Voilà, c'est très très vite été une passion, quoi. Ouais, le côté geek. Mais justement, en parlant de ce côté geek, tu l'as eu aussi au niveau de l'informatique. C'est une autre de tes passions. Voilà, ça c'est une autre passion. Par contre, ça, je l'ai tiré de personne. Ouais. parce que j'avais, je pense comme tout gamin à cette époque-là, j'avais des parents qui étaient complètement has-been là-dessus, quoi. Donc, mais j'ai eu, c'est moi qui ai instauré les premiers ordinateurs chez moi, quoi. Parce que j'ai fait du forcing pour dire, mais il nous faut un ordinateur. On avait un Minitel et tout, c'était horrible, quoi. Donc il fallait qu'on ait un ordinateur. Donc j'ai fait le forcing, mais c'était le premier ordinateur. Il y avait à peine, non, il n'y avait même pas encore Windows 95. C'était encore, tu sais, tu devais taper tes lignes de commande avec des grosses disquettes. C'est que j'ai pas connu ça. Ouais. Voilà, on mettait c'était grosses disquettes, on avait des jeux comme Hadibou et tout, gamin, mais il fallait taper des lignes de commande pour lancer les jeux et tout. Et puis après, t'arrivais au Windows, et puis on s'est mis un petit peu à la page. Puis très vite, j'ai adoré ça. Je me suis vite mis geek dans le hardware, c'est-à-dire que je montais des PC, je changeais les cartes à l'intérieur, je faisais des upgrades, je faisais des trucs, je faisais ce qu'on appelle l'overclocking sur les processeurs, les machins. Enfin, voilà, j'adorais bricoler les trucs que j'achetais. Comment tu apprenais tout ça? Tu traînais pas mal sur les forums, sur des choses comme ça? Alors j'ai eu la chance d'avoir une bonne communauté de potes qui étaient aussi des vrais geeks, quoi. Un peu à l'époque les premiers gamers, tu vois, on va dire. On était une bonne bande de passionnés et ça a commencé comme ça. Ça a commencé aussi un petit peu avec les premiers forums à l'époque. Et ouais, on était complètement fans de ça, quoi. Et à quel moment tu t'es dit il y a un switch à faire, ou en tout cas une fusion à faire entre ces deux passions, c'est-à-dire l'automobile et l'informatique? C'est quand j'ai commencé à rouler. Alors, j'allais te dire quand j'ai commencé à avoir le permis, mais c'était faux parce que, pour en revenir rapidement à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à mes parents, j'ai eu la chance et la malchance, hein, parce que c'est un tout, mais à l'époque, en tout cas, je considérais ça comme une chance d'avoir des parents qui ne faisaient pas super attention à moi, quoi. Donc, le fait est que j'ai fait ma conduite accompagnée à 16 ans, mais qu'en réalité, j'étais rarement accompagné. Une conduite accompagnée, pas accompagnée, quoi. Ce qui m'a valu quelques ennuis par la suite avec la justice. Mais en tout cas, j'ai commencé à voir ça, et puis j'ai bricolé les voitures, et puis combien de fois j'ai mis en panne la voiture de ma mère et tout, parce que je voulais bricoler des trucs, parce que je démontais le boîtier, parce que je regardais le calculateur, parce que parce que ça, et c'est comme ça que je suis arrivé petit à petit à faire mon métier, quoi. Parce que j'allais sur des forums, et à l'époque on était sur des voitures qui avaient des systèmes d'injection qui étaient très basiques. Tu me disais que tu avais commencé sur des 205 GTI, c'est ça? Ouais, voilà, c'était ce qu'on appelait à l'époque, c'était les EPROM, tu vois. Donc on enlevait les EPROM, j'avais acheté un petit lecteur d'EPROM, et puis on regardait un peu comment c'était foutu. C'était très simple, si tu veux. T'avais des petites mémoires qui faisaient 8, 16 kilooctets, donc t'avais quelques maps qui se battaient en duel, parce que c'était les premières injections qui contrôlait peu de choses finalement. T'avais un peu la richesse, un peu l'allumage, des fois le turbo à la limite, mais c'était hyper basique, quoi. Donc ça nous permettait de faire des essais avec des potes, mais on n'avait pas du tout les compétences qu'on a aujourd'hui là-dessus, évidemment, mais c'était pas grave parce que c'était simple, si tu veux. C'était plus abordable que ça peut l'être maintenant. C'est-à-dire que quelqu'un dans ta position que tu as pu occuper plus jeune, s'il arrivait maintenant, il serait beaucoup plus en galère, quoi. Ah là, c'est pas une galère, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que la technologie des systèmes embarqués dans l'automobile électronique a tellement évolué, là, en l'espace de 20 ans, qu'aujourd'hui, c'est une encyclopédie. C'est-à-dire que je te dis qu'à l'époque, tu prenais un fichier, tu avais 3 maps dedans, et ça faisait 16 kilooctets. Aujourd'hui, tu as des fichiers qui font entre 8 et 10 mégas et qui ont entre 14 et 20 000 lignes de commande. Donc, et avec énormément de subtilité. Parce qu'à l'époque, nous, on bricolait, mais si tu veux, le constructeur, lui, il n'était pas tellement au fait de ça. Parce que on était sur une autre époque et les remontées d'informations. Enfin, ce qu'on faisait, c'était hyper marginal. Très peu de gens ont modifié les voitures. Aujourd'hui, c'est un vrai business. Donc, les constructeurs derrière et les fabricants de boîtiers notamment se sont mis à la page
pour mettre tout un tas de sécurité pour empêcher la modification des voitures. Donc aujourd'hui, un mec qui arrive, qui n'a pas les subtilités de ce qu'on appelle les tuning protection, etc., tu peux pas modifier une voiture, quoi. Dès que tu vas modifier un truc, paf, la voiture va s'arrêter ou ne va pas aller, machin. Donc tu es obligé aujourd'hui d'avoir ou bien un gros investissement financier pour te mettre vraiment technologiquement à la page, et surtout d'avoir vraiment des connaissances, quoi. Si t'as pas une formation, un cursus spécifique à notre activité, aujourd'hui c'est très compliqué de le faire. On va revenir un peu sur tous ces aspects-là, notamment sur la fameuse garantie constructeur qui peut sauter très rapidement sur ce genre de reprogrammation. Pour revenir un peu à ton parcours, donc tu t'y intéresses, tu bidouilles un petit peu, t'apprends en faisant. Ouais. À quel moment en fait ça devient une espèce de petit gagne-pain en parallèle de tes études? Alors si tu veux, moi j'ai fait ça, comme je te disais, vraiment le week-end, le soir, le week-end pour moi et pour mes potes. On fait nos années de lycée, etc. et arrive la fac. Et si tu veux, j'étais à l'époque un fervent défenseur des automobilistes, parce que j'avais la passion, la vocation de changer le monde un peu de ce côté-là, d'essayer de défendre les injustices. Donc moi je voulais être avocat en droit routier. Et j'admirais à l'époque Maître Éric de Comont, Yannick Rio, etc., qui étaient à l'époque des ténors parisiens, de ça. Et je lisais beaucoup de bouquins, notamment des livres qu'avait écrit Rio, qui avaient été radiés du barreau d'ailleurs. Et je voulais vraiment aller là-dedans, quoi. Donc j'avais créé une association, je défendais, j'étais hyper documenté. Une association au sein même de la fac? Ouais. Et j'étais hyper documenté et je défendais les mecs qui perdaient leurs points et tout. Et j'ai réussi des fois à gagner des trucs, des dossiers sympas, quoi. Sur des vices de procédure, des choses comme ça? Ouais, parce que je pouvais passer un temps fou à regarder, à analyser. C'était vraiment sympa, quoi. J'avais même des gens qui finissaient par m'envoyer des mails, me demander des conseils. Et moi, je le faisais vraiment bénévolement parce que c'était vraiment une passion. Et je me disais, c'était à cette époque où t'es un peu idéaliste, tu vois. Où tu te dis, non mais. T'as 20 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Tu veux changer le monde. Mais bon, après, il y avait quand même une réalité, ma réalité économique de l'époque. C'est que donc je pars en fac de droit à Aix-en-Provence. J'ai pas d'argent. Et donc j'arrive dans cette fac d'Aix-en-Provence. Et puis, il faut que je me paye ma voiture, il faut que je me paye mon carburant, il faut que je me paye mon appart, il faut que machin. Donc j'enchaînais pas mal de boulot, surtout l'été. De petits boulots pour essayer d'avoir un peu de sous pour on va dire pour coffrer pour l'année, quoi. Ouais. Et un jour j'achète j'avais, je crois que je te l'avais dit, mais j'avais ma première belle voiture, c'est une Clio RS. Clio 2 RS, ouais. Les premières, les 172 chevaux. J'ai adoré cette voiture. Ouais. Pour moi, c'était le Graal, quoi. À l'époque, je me disais, mais comment notre voiture au monde peut aller plus vite que ça, tu vois. Ceci dit, c'est pas mal. Quand t'es jeune, c'est le top, quand même. Ah ouais, c'était génial. Surtout, comme j'habitais dans les Alpes de Provence, on avait que des petits cols, que des petites routes. C'était génial, quoi. Et un jour, je me dis, je rencontre des gars à l'occasion de rassemblements de voitures, etc. Et c'est un mec me dit, bon, tiens, j'ai une Audi S3. Donc, il voulait racheter ma Clio. Et moi, je rachetais son Audi, je rajoutais un petit billet, etc. Donc, je rachète. Et par le biais de relations, de connaissances, je rentre dans un petit milieu de voitures. Donc à l'époque j'habitais Marseille. Et on me dit, ah tiens, tu touches les caisses et tout, qu'est-ce que tu sais faire? Bah tiens, je sais faire les calculateurs, je sais faire des trucs comme ça, les antidémarrages, les trucs. On commence à me demander des services. Tu vois, tiens, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Moi, allez, ça serait mentir de dire que finalement je savais pas ce que je faisais, parce que je savais ce que je faisais. C'est-à-dire que je modifiais, c'était d'un réseau de mecs qui tout simplement, c'est voitures qui étaient volées. Et moi, j'enlevais les antidémarrages. Voilà. Où je modifiais des trucs pour permettre de les démarrer. C'était leur prestataire, quoi. J'étais un prestataire. Et j'ai rapidement été payé pour ça. J'ai rapidement très bien gagné ma vie avec ça. Et ce qui me permettait tout simplement non seulement de subvenir à mes besoins simples et alimentaires, mais aussi, finalement, à côté de ça, de vivre bien. C'est-à-dire que j'avais passé le stade de me dire il faut que j'ai ça pour payer mon loyer, etc. Non, là, je commençais à vivre bien. Et en parallèle, je commençais un petit peu à me mettre au circuit, ce qui était un peu ma passion aussi à l'époque, la suite logique du karting. Donc circuit aussi, ça coûte cher, hein, tu sais, les pneus, les freins, les machins. Ouais, donc les consommables et tout. Ouais. Quoi. Et puis de fil en aiguille, j'ai attiré un peu la sympathie et la confiance de ce réseau, de ces gars-là, quoi. Et commençait à me dire, bon, putain, t'as un bon coup de volant, écoute, si tu veux te faire un peu d'oseille, tu viens avec nous et on va
on a d'autres trucs à te faire quoi. Ouais, donc il me disait, bon, j'étais un peu dans les confidences, donc je savais très bien comment ça fonctionnait. Il me disait, bon, écoute, voilà, là, faut amener une voiture, faut aller la chercher là, faut l'amener là, etc. Donc, je me suis retrouvé des fois à convoyer des voitures, à faire des trucs assez dingues, quoi. Vraiment, et repenser aujourd'hui, c'est peut-être forcément, c'est très inconscient. Mais à l'époque, c'était un engrenage, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'était, il y avait quand même ce frisson, tu vois. Il y avait quand même ce truc qui me rendait vivant. Mais j'avais pas réellement la conscience des répercussions que ça allait avoir. Parce que j'allais dire que ça pourrait avoir, mais que ça allait avoir. Parce que, bon, de temps en temps, heureusement, bon, il y a prescription aujourd'hui, donc on peut en parler, mais heureusement, en tout cas à l'époque, j'ai pas été arrêté pour tout ce que j'ai fait. Ouais, heureusement, ils étaient pas au courant de tout. Ouais, parce que des fois, on s'est retrouvés. Moi, je me souviens particulièrement d'une fois où je devais. C'était une M3 46, et à l'époque, je peux te dire que ça, c'était une sacrée caisse qui était sortie. Tu vois, c'était vraiment le Graal, quoi, tu vois, à l'époque. Et je me retrouve avec une M3 46. Et je me retrouve, les policiers à l'époque savaient plus ou moins que cette voiture allait bouger, etc. Je ne sais pas par quel type de renseignement. Et moi, je me retrouve finalement à devoir ramener cette voiture. Et je me retrouve pris en chasse totale, quoi. Et là, je suis parti, je me suis retrouvé face à des voitures de policiers. Digne de film, quoi. Tu vois, c'est marche arrière, c'est marche arrière, demi-tour. Ouais, alors ça paraît rigolo quand c'est à la télé, ouais. Mais je peux te dire que t'as le cœur qui bat, quoi. Tu vois. Et j'ai toujours réussi à peu près à m'en sortir jusqu'à un matin. Jusqu'à un matin où à 6h, j'étais brusquement réveillé de façon pas très agréable par la brigade auto de Marseille qui est venue me chercher, qui m'a sorti de mon lit. Et là, s'est enchaîné quelques heures difficiles, quoi. Voilà, quelques heures difficiles où on est venu me demander des explications. Alors, bon, je pense, comme tout le monde au début, tu te dis ouais, non, mais moi, c'est bon, je dirai rien, je parlerai pas. Mais en fin de compte, très rapidement, tu comprends que ça va pas bien se passer pour toi, quoi. Parce que je suis tombé quand même face à des gars qui étaient quand même très durs. Tu vois, c'est finalement cette caricature de police que tu vois un petit peu dans les films de bandits aujourd'hui. Je te parle pas du gars en uniforme. Tu vois, je te parle vraiment des mecs qui sont en civil, qui ont un petit peu des têtes de voyous et qui viennent te chercher. Bon, moi j'ai vivais dans le monde des bisounours, j'avais jamais été trop confronté à la justice à part pour des petits trucs bêtes. Et il y a ces gars-là qui viennent me chercher et qui finalement cherchaient surtout, ont un petit peu fait tomber ce réseau. Mais moi j'étais qu'un tout petit gars là-dedans, quoi. C'était un petit maillon de la chaîne. Ouais. Et ils m'ont traité comme, bon, c'est normal, mais ils m'ont traité un petit peu comme ils auraient traité n'importe quel autre vraiment mauvais, quoi, tu vois. Et je dis pas que je méritais pas ce traitement-là, attention, mais en tout cas, ça a été un peu dur, quoi. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais assis, donc je suis resté quand même 72 heures. Hein. Ce qui est super long pour une garde à vue, ça veut dire qu'en plus, d'un point de vue juridique, ils ont dû demander une dérogation pour l'allonger. Ouais, mais en fait, il y avait un très gros truc. Et moi, finalement, ils pensaient au départ que j'avais une place beaucoup plus importante que celle que j'avais. Et j'étais assis, donc regarde, en plus c'est l'enfer, c'était centre-ville de Marseille, à l'évêché, t'as l'impression d'être chez les fous, quoi, là-bas, hein. T'es sous terre, tu sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit, t'as plus de monde, t'as plus rien, t'as plus de repères. Ils sont venus me récupérer un matin, j'avais froid parce que je suis parti, j'ai eu le temps à peine d'enfiler un jogging et tout. Et alors, petite anecdote, là ça commençait mal, tu vois, surtout que je te fais un peu d'analogie avec moi qui étais défenseur des droits, qui machin en fac. Donc le mec, il me chope, il me fout des menottes. J'attendais, les gars, je suis en caleçon, c'est moi m'habiller. Allez, enfile vite un truc, ils te mettent vraiment la pression, quoi. Ils te sortent, ils tiraient les tiroirs chez moi, tu vois. Les tiroirs, ils me vidaient les couverts par terre, tout était embarré. Puis à un moment, le mec, il soulève un truc, une boîte, j'avais quelques billets, quoi, tu vois, je dois avoir, allez, 40 €, un truc comme ça. Tu vois, il me regarde. Le gars me regarde comme ça, il les prend et il met dans sa poche. Et là, je me dis, putain, là, ça va pas le faire, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais s'il commence à faire les connards comme ça, moi, je bougerai pas, quoi. Et puis, je me suis retrouvé là, et puis, je me rappelle, j'étais attaché à un... Mais c'est vraiment une scène comme tu pourrais le voir dans les films, quoi. Tu vois, je suis attaché à un radiateur, tu vois, dans le coin de la pièce. Et puis, le gars, il arrive, et puis il me pose une question, et puis, je sais pas ce que je lui dis, j'étais énervé, tu vois, et je lui dis, un truc genre, de toute façon, moi, je dirai rien, j'attends de voir mon avocat et tout. Et là, bam, le mec, il m'envoie une gifle de l'espace, tu vois. Et puis, il commence à te dire, ouais, mais toi, de toute façon, tu verras ce qui va t'arriver, et puis c'est pas ta fiotte d'avocat qui va sortir de là et tout. Alors là, putain, tu te retrouves là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. En fait, t'as pris un dur retour à la réalité. Ouais. Très, très dur retour. Ça a été
ça a été difficile et je peux te dire que quand je suis sorti de là, je me suis dit que putain, il fallait arrêter quoi. Parce que la conséquence aussi, c'est que tu as un casier judiciaire, donc ton espoir, ton rêve d'être avocat, c'est terminé. En fait, voilà, c'est en 72 heures, ma vie s'est un peu effondrée. Parce que j'ai beaucoup perdu et j'ai surtout perdu un peu l'avenir que je m'étais projeté d'avoir. Parce qu'évidemment, j'allais être condamné. Heureusement, je n'ai pas été incarcéré. Je suis sorti avec en tout cas, été obligé d'avoir un bracelet électronique, etc. Mais j'ai quand même eu la chance de sortir et de pouvoir me prendre conscience de ce qui s'était passé, de ce que j'avais fait, et d'avoir pendant quelques semaines, en tout cas, une petite introspection et en me disant, écoute, ta vie va changer, quoi. Et je me souviens de mon avocat à Marseille qui me tapait un peu, enfin, en sortie de là, il me tapait un peu sur l'épaule et tout. Il me disait, t'inquiète pas, ça va aller. Il m'a dit, écoute, essaye de faire. Il me dit, tu vois, finalement, là-dedans, dans tout ce qui t'est arrivé, il y a quand même un talent. Essaie de l'utiliser à bon escient. Voilà. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Du bon côté de la force. Essaye de l'utiliser à bon escient parce que tu n'as pas fait les choses qu'il me fallait et tu t'es mal pris. Et il avait raison. Ça a résonné directement cette phrase ou ça a mis un peu de temps à germer un petit peu? Non, tout de suite, ça m'a fait le déclic. De toute façon, je suis pas d'une nature à rien faire ou à me laisser abattre. Je suis un petit peu hyperactif. Donc très vite, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Bon, déjà, la première des solutions, c'est qu'il fallait que je bosse quand même vite parce que tous ces gens, au travers des actions qui avaient été un petit peu lésées, etc., moi, j'avais été condamné comme tout le monde à mettre ma petite main à la poche pour les indemniser. Donc il fallait quand même bosser. Donc je me suis retrouvé, je me suis dit il faut que je quitte Marseille parce que j'avais quand même des mauvaises fréquentations, etc. Il fallait que je me dise change d'endroit parce qu'il fallait que je change de vie. Et je me suis retrouvé, je me suis dit tiens, je vais aller à Toulon. Je connais pas Toulon, j'ai jamais été dans cette ville et donc du coup je me dis je vais faire une école de commerce. Donc j'ai commencé parce que je voulais faire une licence. Je voulais faire une licence de commerce et donc et j'ai trouvé une formation en fait où je pouvais bosser un peu en alternance en même temps. Donc ça m'a permis de me mettre un peu de recommencer une nouvelle vie. Puis de pas payer l'école puisque c'est quand même cher en général cette école. Exactement. Donc je me suis retrouvé à Toulon et puis j'ai commencé ça et puis de fil en aiguille j'ai continué à bricoler un peu mes calculateurs, à faire mes préparations sur mes voitures et je me suis retrouvé à travailler pour un réseau qui s'appelait O2 Programmation, qui s'appelle toujours O2 Programmation parce que ça existe toujours. À l'époque, si tu veux, milieu des années 2000, tu avais deux gros réseaux de prépa en France, c'était O2 et DigiService. C'était vraiment les deux leaders, quoi. Hein. C'était les grosses sociétés. C'était aussi les premiers. Et donc, j'ai travaillé pour O2. Quand tu rentres en école de commerce, c'est dans l'idée d'apprendre à faire du business et potentiellement avoir ton lieu un jour où tu feras la programmation, ou tu pensais à une toute autre carrière? J'avais pas encore en tête d'en faire mon métier. Okay. Mais je me suis dit, je vais pas... finalement, là, en poche, j'avais un bac. Ouais. Et je me suis dit, je peux pas m'arrêter avec un bac. Parce que si un jour même si un jour je veux travailler quelque part, j'étais pas encore forcément dans l'idée de me mettre à mon compte, même si dans un coin de ma tête elle était présente. Mais je me disais, tu peux pas arrêter... Enfin, c'est compliqué, tu vois. Avoir au moins un bac +2, +3, histoire d'arriver à faire quelque chose, quoi. Ok. Donc tu arrives chez O2. J'arrive chez O2. Je reste combien d'années de mémoire? C'est 3 ans à peu près. Pendant 2-3 ans, je bosse chez O2 et ça a été un super tremplin. J'ai beaucoup appris, pour ainsi dire. Enfin, toutes les bases que j'avais, en tout cas, je les ai appris là-bas. Vraiment d'aller un peu plus loin dans le métier, dans le développement, etc. J'ai appris beaucoup. Je dois beaucoup à Olivier Ville. Peut-être qu'il écoutera ce podcast, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que quand je suis parti de chez O2, pour monter mon propre réseau, qui s'appelle aujourd'hui MotorTech, ça a été un peu une rupture difficile, tu vois, un petit peu comme une rupture amoureuse, quoi. Donc ça a été, on s'est séparé en mauvais termes. On ne se parle plus depuis plus de 10 ans maintenant. Mais c'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et que j'apprécie beaucoup. Et ça a été... c'est dommage, voilà. C'est dommage aujourd'hui qu'on en soit arrivé là. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et voilà, ça a été une partie de mon cheminement de vie, de vie professionnelle. Et, une sorte de mentor un petit peu, tu dirais? Ouais, j'ai quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration, quoi. En tout cas professionnellement, parce que c'était pour moi c'était un gars qui avait de très bonnes connaissances, non, c'était un bon gars. Peut-être qu'aujourd'hui je pourrais te dire qu'il a la ramasse, quoi. Mais en tout cas à l'époque c'était quelqu'un que j'idéalisais beaucoup du point de vue de ses compétences et de ses connaissances, quoi. Donc
Tu fais ces 2-3 ans chez O2. Suite à ça, tu te dis, il faut que je vole de mes propres ailes. Ouais. Suite à ça, je me dis, en fait, je commence à critiquer, c'est un grand mot, mais à critiquer un petit peu le travail que je fais chez O2 Programmation, parce que pour moi, il y a des trucs qui n'allaient pas ou qui n'allaient pas comme je voulais que ça aille. Et c'est là que je me suis dit, je veux faire ma propre cuisine, quoi. Là, c'est un petit peu comme si t'étais... Finalement, la programmation, c'est exactement ça. C'est comme si t'étais chef cuisinier. Et t'as ta recette tu fais un truc parce qu'on te dit qu'il faut faire comme ça. Mais peut-être que toi, t'as envie de rajouter une pincée de sel ou de l'origan, mais on te dit qu'il faut pas faire ça. Mais tu es persuadé que ça serait meilleur. Et donc t'avais une frustration, quoi. Voilà, j'avais un peu le truc de me dire, et puis si tu veux, comme je commençais à faire un peu mes expériences dans mon coin, et du point de vue de la direction de chez O2, c'était quand même très mal perçu, parce que je devais être... je travaillais pour O2, chez O2, donc il fallait que je sois... fallait pas que je sorte des clous, quoi, tu vois. Donc de par la sympathie et un peu, je pense... les relations que j'avais, ça passait, mais je sentais qu'on était un peu border. Si tu veux, la situation commençait à être un peu malsaine. Donc il était temps que je dise écoutez les gars, on serre la main, merci, au revoir. Et je m'en vais pour voler de mes propres ailes, quoi. Et alors, comment ça se passe ces débuts ? Eh ben écoute, très 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 difficile. Très très difficile. Ça veut dire que ça a été pendant au moins 3 ans. Attends, c'est en 2008, je crois que j'ai commencé. Pendant 3 ans, ça a été hyper compliqué. Hyper compliqué parce que, comme à l'image de tout ce que j'avais entrepris au départ dans ma vie, je n'ai pas commencé avec grand-chose. Donc, tu n'avais rien à investir presque. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose si tu veux au départ. Mais si on voulait grossir, il fallait vite ouvrir un centre, se mettre un banc, mettre des choses. Et puis, avec les moyens que j'avais en tout cas à l'époque, c'était inconcevable, quoi. Donc, j'ai réussi à j'ai fini plus ou moins ma formation. J'ai fait ma rupture conventionnelle chez mon employeur en alternance. Et donc, j'ai récupéré mon petit chèque de 2-3 000 euros, tu vois. Et j'ai acheté mon matériel, enfin le minimum qu'il me fallait en tout cas. C'était quoi l'apport initial, 10 000 euros peut-être ? Ouais, à peu près, ouais. À peu près, c'est ce qu'il fallait pour commencer un peu à l'époque. Donc voilà, je rachète un petit peu mon matériel et je commence, mais ça a été hyper difficile, quoi. C'est-à-dire que j'allais chercher du client là où je pouvais. Donc, parce que t'es connu personne à ce moment-là. Ouais, exactement. Donc j'allais un peu, il fallait que je fasse mes preuves. Donc sur une marque que personne connaissait. Donc je dis moi je suis Motortech. Ah mais c'est quoi ça ? C'est qui ? Ça sort d'où ? Donc aller prouver que ta cuisine avait du bon goût, quoi. Exactement. Donc aller sur des rassemblements, faire des voitures, aller sur des parkings, tard le soir, aller imprimer des flyers, les déposer en période d'été sur tous les parkings de plage. Voilà, quoi. C'était client par client, quoi. C'est ça. Et puis ça a finalement porté ses fruits. Ça a mis du temps, mais ça a porté ses fruits. Mais si tu veux, le combat de départ était hyper difficile, quoi. Je me suis dit au moins 100 fois, je me suis dit, je vais arrêter, quoi. C'est quoi les galères un peu qui t'ont marqué, justement ? Parce que je pense que t'en as plein à raconter, mais on voit, si tu veux, Motortech maintenant comme un réseau établi, leader en France. Mais à la base, c'était parti de rien, tu l'as expliqué. Mais si tu veux, moi, mon premier problème, et le plus gros problème, je pense, ça a été au départ de ne pas avoir des gens qui croyaient à mon projet. C'est-à-dire que j'ai même cherché des investisseurs au départ en disant les gars, foncez avec moi dans un projet. Et j'avais un ami au tout début de Motortech qui a commencé avec moi et puis qui avait pas mis grand-chose, hein, un petit peu quelques milliers d'euros dans le truc. Et au bout d'un an, on a commencé à bosser. Au bout d'un an, même pas un an, je pense d'ailleurs. Un matin, il me dit écoute, en fait, je m'en vais, quoi. Enfin, je m'en vais, je récupère mes sous et je m'en vais parce qu'il me dit ton truc, ça ira pas, ça marchera pas. Mon banquier à l'époque, c'est ce qui m'a mis, je pense, les plus gros bâtons dans les roues, quoi. J'avais un gars, on va dire que c'est la BNP, hein, je dis pas que c'est de la faute de la BNP, mais c'était à la BNP et c'était un mec, tout ce qu'il a pu faire pour pas que ça fonctionne, il l'a fait, quoi. Donc, c'est limite l'acharnement. Dès que je dépassais d'un euro mes autorisations, il n'y a rien qui passait. C'était des chèques refusés, c'était des trucs comme ça. Mais même moi, perso, j'arrivais même pas à payer mon loyer. J'avais mon propriétaire qui venait taper à ma porte en me disant le soir, en disant oh, mais vous m'avez pas payé, quoi. Donc ça, psychologiquement, c'est dur, quoi. C'était très très dur. Et puis finalement, tu bosses toute la journée, t'essayes de faire un truc. Et puis, il te faut des mois, des années pour en voir les fruits. Et donc, tu commences à être vite découragé. Je pense qu'il a vraiment fallu au moins 3-4 ans pour que... Allez, on va dire 3 bonnes années pour que je commence à me dire « Putain, ça va aller, quoi ». Qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant ces 3-4 ans, quand même ? Parce que, tu le disais encore une fois, plus d'une fois, t'as fait jeter l'éponge. Tu croyais
j'imagine, dur comme fer au projet. Ce qui m'a fait tenir, c'est que tu vois, en 2009, il y a Luc qui est arrivé avec moi. Ouais, alors Luc, c'était un gars que tu as rencontré tout à l'heure. On s'est rencontrés à Toulon parce qu'on était à l'école ensemble. Et puis quand mon premier associé est parti, là, j'appelle Luc et je lui dis, écoute, il adorait les voitures aussi, tu vois. Et je lui dis, écoute, je fais ça, je veux faire de la programmation, je veux faire un machin et tout. Est-ce que ça te branche de partir un peu à l'aventure avec moi? Je dis, écoute, je peux pas te donner grand chose, mais je te propose un petit salaire, un truc. Et lui, à l'époque, avait signé un CDI, était dans une boîte. Bon, c'était pas non plus la folie, quoi. Mais bon, il avait une place qui était quand même tranquille, quoi. Confortable. Et il a pris le risque, en fait, de venir bosser. Et c'est vrai que finalement, à deux, c'était quand même vachement plus motivant. On avait finalement un peu nos idées, on s'occupait un peu on s'occupait de trucs un peu différents, et puis on s'est battu, quoi, on s'est accroché. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre le premier local qu'on avait, c'était un tout petit local qui faisait 50 mètres carrés, tu vois. Et c'était juste un rideau métallique, c'était comme un hangar vide, quoi. Donc c'était juste un rideau métallique, on n'avait même pas de baie vitrine ni rien. Donc l'hiver, on travaillait avec des gants et des bonnets, enfin c'est dingue, quoi. On accueillait des clients là-dedans. Moi aujourd'hui, tu me fais rentrer là-dedans, je fais rien, quoi. Non mais non mais objectivement, c'est vrai, c'est que finalement, il faut remercier aussi surtout les clients qui à l'époque, je pense, nous ont fait confiance et sont toujours fidèles aujourd'hui, si tu veux. Et ça, c'est vachement important. On a vachement de gens autour de nous, des clients fidèles depuis plus de 10 ans et qui ont vu l'évolution et ça c'est le plus beau des cadeaux. Ces gens-là, enfin, j'ai envie de leur dire merci parce que finalement c'est aussi grâce à eux qu'on a pu faire ce qu'on a fait aujourd'hui, on est arrivé là. Et puis le deuxième point important aussi, c'est que au bout d'un moment, je me suis fait virer de ma banque, tu vois. Ça, c'est un truc, je sais pas si c'est déjà arrivé aux gens. Généralement, les gens partent. J'ai jamais entendu parler. Les gens partent. Moi, on m'a mis dehors. C'est-à-dire qu'un jour, je suis allé à la BNP, ils m'ont fait un chèque de banque, ils m'ont dit, voilà, ça c'est le solde de votre compte. Bah, puis en plus, il n'y avait pas grand-chose, donc tu vois. Ils ont dit, bah, vous partez. On veut plus de vous. On veut plus de vous, en fait. Et là, s'en est suivi une situation un peu désespérée. Je me suis dit, putain, mais comment je vais faire? Enfin, c'était un peu le down, quoi, l'apocalypse. Et à l'époque, j'avais sympathisé avec un jeune qui s'appelle Olivier et il était étudiant à la fac ici à Toulon et il est rentré à la caisse d'épargne en tant que conseiller pro, mais c'était vraiment un de ses premiers jobs et tout. Et puis il me dit, ah bah attends, vas-y, moi je te prends en client et tout. Et en fait, il est rentré, il nous a pris en client et puis je lui dis, écoute Olivier, moi j'ai envie de faire ça, il faut que je trouve un truc, quoi. Faut me suivre sur le projet parce que j'ai envie, quoi. J'ai envie d'y aller. Donc, à l'époque, on demandait 80 000 ou 100 000 euros parce qu'on avait besoin de prendre un local, faire des travaux. C'était vraiment pour step up et faire enfin ce que tu voulais faire. Voilà, c'était vraiment pour arriver enfin à acheter le matériel, à faire ce qu'on avait envie de faire, quoi, pour travailler correctement. Et il nous a dit, allez, feu, go. Il s'est battu, il a monté le dossier, il s'est battu pour nous vendre et il nous a vendu. Et puis c'est lui qui nous a lancé, en fait. Il est monté en même temps que toi, t'as construit ta carrière, c'est ça? Exactement. Ce que je te disais, tu vois, c'est qu'il est finalement lui au travers de ses, peut-être aussi de ses bons choix sur d'autres clients. Sa direction l'a suivi quasiment tout le temps et je pense qu'il a toujours eu le bon flair, les bons conseils. Et finalement, il est monté très vite, quoi. Donc il est monté de conseiller à chef d'agence, etc. Puis après, là maintenant, il est au centre d'affaires, ici à côté de chez nous. Donc il gère les gros clients. Donc au fur et à mesure que nous, on montait au niveau de notre réussite, notre chiffre d'affaires, lui, derrière, il grimpait des échelons, finalement pour nous garder aussi comme clients. Parce que si tu veux, dès que tu dépasses un certain seuil ou quoi, après tu passes sur d'autres conseillers qui sont différents. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment évolué ensemble. Jusqu'à maintenant, quasiment, parce que lui, maintenant, il a évolué un petit peu plus vite que nous. Donc, aujourd'hui, il est sur une step au-dessus, alors que nous, on est resté en dessous, mais on est toujours en contact et c'est très bien, quoi. Et et ça fait partie, voilà, je pense que l'humain, dans toute aventure, quelle qu'elle soit, c'est hyper important. Parce que si tu as face à toi quelqu'un qui va te faire confiance, qui va croire en ton projet, ça ne peut que aller, quoi. Parce que toi, derrière, si tu veux, si tu montes ton truc, que le gars te fait confiance, qu'il te suit, t'as envie de lui prouver qu'il a raison aussi. Donc tu vas te donner les moyens, tu vas te défoncer en te disant putain, faut que ça aille, quoi. Et moi j'ai toujours été super réglo et en fait je voulais vraiment j'ai jamais eu une échéance impayée, jamais eu un truc de retard parce que je voulais vraiment lui dire que on était clean et qu'il pouvait nous faire confiance. Et après, s'en est suivi une super relation bancaire avec eux aussi, parce qu'on a eu beaucoup d'autres projets et ils nous ont toujours suivis. Et aujourd'hui, c'est quasiment les yeux fermés. Donc t'installes une confiance. Je refais la même analogie que tout à l'heure, mais c'est comme dans un couple. Je veux dire, c'est pareil. Et je trouve ça marrant parce qu'en fait, finalement, d'une mésaventure, c'est-à-dire te faire virer de ta banque, chose qui, a priori, enfin,
T'es un recordman en France. Ouais. Il en est découlé un événement très positif qui peut-être, sans ça, en fait... Et c'est pour ça que tout arrive pour une bonne raison. C'est surtout, nous voilà, je pense que tu vois, c'est vers 2011. 2011-2012 qu'on a commencé vraiment à décoller, à devenir une entreprise, je dirais, sérieuse. Je dis pas qu'on n'était pas sérieux avant, mais on a commencé à avoir une autre dimension. Et à l'époque, celle qui est ma femme et la maman de mes enfants aujourd'hui, Laura, elle avait une très bonne place de juriste. Bon, c'était rencontre à fac de droit. Ok, sauf qu'elle a continué. Ouais, sauf qu'elle a continué, exactement. Donc elle avait une très bonne place de juriste au Crédit Agricole. Et en fait, je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes bosser avec moi, parce que je savais qu'elle était hyper forte là-dedans, elle était très structurée, elle pouvait vraiment tenir la barque de l'entreprise, quoi. Et je lui ai dit, là, on est que deux, on est en train de faire n'importe quoi, parce que moi, honnêtement, sur la compta, je pouvais pas être partout, quoi, au charbon et au moulin. Tu vois. T'étais sur la production même. Exactement. Donc en fait, moi, faire les factures, les fournisseurs, les déclarations de TVA, les trucs, je commençais à être dépassé, quoi. Donc je lui ai dit, elle me dit pareil, quoi. Elle m'a dit, ouais, moi, je quitte mon boulot, et puis elle était très bien payée à l'époque, donc. Pareil pour elle, c'était un peu le début d'une aventure. Donc je lui ai dit, écoute, viens avec moi. Je dis, je t'associe dans l'affaire. Donc on s'est associé à 50-50 dans l'histoire. Et puis ça, c'est tout autant que moi, elle a son rôle primordial dans la réussite de l'entreprise, parce que c'est elle qui encore aujourd'hui la gère d'une main de fer, quoi. Voilà, elle est hyper rigoureuse, elle est très très sérieuse. Et puis heureusement qu'elle a été là, parce que sinon on n'en serait pas non plus là où on en est là aujourd'hui. Donc c'est des belles histoires aussi dès l'origine. C'est des gens qui sont restés dans le restés dans le projet. Bien sûr. Et qui l'ont vu grandir depuis toujours. Et Luc, si tu veux, qui a été là au tout début, pas en tant qu'associé mais en tant qu'employé, et aujourd'hui associé dans l'entreprise et a une part très importante dirige aujourd'hui le centre où on est aujourd'hui, qui est le centre de Toulon, historiquement le plus gros et celui qui fait le plus gros volume. Et aujourd'hui, c'est lui qui est l'actionnaire principal de centre, parce que à un moment, je lui ai proposé de rentrer de récupérer des parts, d'entrer en capital, parce qu'il me paraissait logique, si tu veux, que quelqu'un qui est chez nous qui nous a suivis depuis plus de 10 ans, si tu veux, soit intéressé, rentre dans les murs, quoi, tu vois. Voilà. Et justement, maintenant un peu, qu'est-ce que ça représente Motortech au niveau français, même européen, en fait? Alors, Motortech, on a une vingtaine d'agences réparties principalement en France, beaucoup dans les îles aussi, dans les dom-toms, et en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc on a un réseau international, mais uniquement francophone. Et si tu veux, moi, si tu veux, dans mon développement professionnel, j'ai pris un peu un chemin un peu différent. Après, c'est que, si tu veux, Motortech aujourd'hui, c'est toujours un business qui est mon business et qui est un petit peu mon bébé. Mais moi, d'une façon plus large, si tu veux, je travaille aussi dans le développement de cartographie, aussi pour d'autres, quoi, plus généralement pour d'autres réseaux, pour beaucoup de petits indépendants aussi, tu vois. Donc on a développé des outils, on a fait, si tu veux, moi ce que je voulais faire, et c'est ce que je pense être en train de faire de façon correcte, si tu veux, c'est d'essayer de donner à notre métier une dimension professionnelle, parce que ça, je pense que c'est très important dans une activité où rien n'est réglementé. Demain, toi, t'es boulanger, tu te dis je veux devenir préparateur, t'achètes 2000 balles de matos, et tu vas acheter des cartographies sur internet, tu fais ton business sur des parkings. C'est que c'est comparable à l'industrie du tatouage. C'est exactement pareil. Alors, tatouage, aucune réglementation. Très probablement. Et le problème, si tu veux, aujourd'hui, c'est que notre métier est un petit peu mal perçu par les gens. Parce que tu vois, c'est comme le métier d'avocat. Demain, tu veux être avocat, tu vas aller défendre des gens devant un barreau. Il faut que tu aies un diplôme. Tu vas être chirurgien, il faut que tu aies un diplôme. Je sais très bien qu'aujourd'hui, nous préparateurs, encadrer cette activité, c'est très compliqué, quoi. Parce que t'as pas vraiment de cursus ou de diplôme fait pour notre truc. Mais tu devrais dire, tiens, chez nous, on a des ingénieurs motoristes, on a des mecs qui sortent, etc. Donc nous, l'idée, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment donner une dimension hyper sérieuse à notre travail. Donc on a un centre de développement, on a engagé des ingénieurs, on travaille vraiment de façon hyper sérieuse sur le développement et l'élaboration de nos produits, quoi. Pour déjà essayer de donner le meilleur de ce qu'on peut faire, et pour avoir et surtout pour aller chercher du marché international. On a développé des outils, on a développé des technologies, des systèmes d'automatisation, etc., qui ont nécessité des très gros investissements, des très grosses équipes derrière. Mais aujourd'hui, on a, évidemment, comme je te disais, Motortech, c'est un de nos clients, mais
j'ai beaucoup de préparateurs indépendants qui le sont aussi. Et finalement, j'ai un marché qui va à peu près qui va maintenant de l'Asie jusqu'à l'Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc ça représente beaucoup de clients, beaucoup de développement. Mais après, comme on dit, c'est comme ce sont des investissements qui sont très gros, si tu veux, parce que tu te doutes bien que quand tu as une équipe d'ingé, que tu as 6, 8 ou 10 personnes, il faut que forcément derrière tu fasses du gros volume pour pouvoir alimenter tout ça et que ça fonctionne, quoi, tu vois, voilà. Et j'espère qu'un jour, en tout cas, notre activité pourra être plus ou moins reconnue, sans dire d'être vraiment cadrée, parce que ce serait compliqué, mais au moins reconnue, tu vois. Comme c'est le cas chez nos voisins. Tu prends nos voisins allemands, tu prends nos voisins suisses, etc. Tu fais une préparation, tu dois aller chez un mec qui est homologué, qui peut te fournir un certificat TUV, tu peux aller faire assurer ta voiture qui est préparée, tu peux afficher sur ta carte grise que ta voiture est préparée, etc. Et ça, on espère qu'un jour, en tout cas chez nous, c'est quelque chose qui pourra arriver, quoi. Tu penses que ça mettrait un terme aussi à la guerre qu'il peut y avoir, guerre c'est peut-être pas le mot, mais avec les constructeurs? Parce qu'on en parlait tout à l'heure en préambule, mais tu peux avoir la garantie qui saute aussi? Non, ça mettra jamais la guerre avec les constructeurs, parce que non, justement, ça ne fera qu'empirer cette guerre. Aujourd'hui, je te disais justement que ceux qui sont capables ceux qui ont aujourd'hui des capacités d'homologuer les préparations, c'est nos pays, nos amis allemands par exemple. Tu vois, nos amis allemands peuvent homologuer. Et qui aujourd'hui sont les constructeurs qui fliquent le plus les préparations? Ce sont les Allemands, parce que chez eux c'est hyper répandu. Lui, le constructeur, il faut se mettre à sa place. Et il a raison. Il donne à son client un véhicule qui garantit 2 ans ou plus. Mais il le garantit dans son état, dans sa configuration d'origine. On va pas se mentir. Quand on fait une préparation d'un véhicule, on augmente du débit, on augmente de la pression, on va aller rogner cette marge de tolérance mécanique que le constructeur s'est fixée. Donc le gars, au bout d'un an, il pète un truc. Quelque part, il est anormal que le constructeur derrière disent moi je continue à fournir une garantie mécanique. Si la personne effectivement n'a pas fait les aménagements nécessaires pour renforcer ce qui doit être renforcé, si ouais, alors c'est pas forcément, t'as pas forcément besoin de renforcer quelque chose, mais tu dois avoir une utilisation aussi de ta voiture qui est normale, quoi. Si tu veux, pourquoi des fois on a des grosses capacités de modification sur les voitures, des gros gains, etc. Parce que il faut se dire que un mec, tu vas avoir un constructeur comme Audi, okay, il va fabriquer une voiture. Mais cette voiture-là, tu vas l'acheter toi ici, elle va rouler à Toulon. Mais cette voiture-là, elle va partir en Afrique du Nord, où il fait chaud, tu as du carburant pourri. Elle va partir en Russie, où il fait moins 30. Elle va partir aux États-Unis, où tu vas avoir pareil, des conditions de pression atmosphérique, des conditions climatiques, des indices d'octane qui sont différents de chez nous. Donc si tu veux, il faut que, quelle que soit l'utilisation, la voiture puisse fonctionner correctement. Et tu vas avoir aussi, ce qui est déterminant, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens comme toi, comme moi. Nous, on connaît la mécanique, on connaît l'automobile. Moi, je démarre le matin ma voiture, j'y vais tranquille. C'est ma voiture, je l'aime, je lui fais attention. Et puis tu vas voir le gars, il va avoir cette voiture-là, il en a rien à foutre parce que c'est sa voiture de fonction. Tu vois. Donc il va démarrer, il va partir à fond, il fera les révisions quand il a envie de les faire. Bon, voilà, tu vois. Donc c'est pour ça que le constructeur, il se garde énormément de marge technique par rapport à ce qu'il pourrait faire sur ce moteur. Et par exemple, on a débauché, nous, un mec qui travaille chez Renault, un ingé, et il me disait, nous, en tant qu'ingé, on a une frustration dingue. C'est que on va faire un moteur, on sait qu'il peut vraiment donner vachement plus. Mais il me parlait du 1,5 litre DCI, tu vois. Il me disait, mais le 1,5 litre DCI, on sait qu'il peut aller, ou le 1,5 litre DCI, on sait qu'il peut aller donner 150 chevaux, mais Renault va dire, tu le mets à 110. Parce que tu as toute cette problématique autour où tu vas être obligé de te limiter pour ces raisons-là. Pour se mettre à l'abri, quoi. Et nous, forcément, on va aller chercher ce que les ingés frustrés n'ont pas pu avoir, tu vois, quelque part. Donc, on va aller chercher là, mais il faut quand même derrière prendre conscience que tu as une précaution un peu particulière à avoir. Voilà. Et surtout, tu as une précaution à avoir par rapport à ta garantie. Et toi, comment tu te mets à l'abri par rapport à ça? Puisque, à part dire à ton client, faites attention, ayez une conduite, on va dire, de bon père de famille, tu peux pas te mettre à l'abri, toi, par rapport à ça? Alors, nous, on a un peu le même raisonnement aujourd'hui qu'un constructeur. Sauf qu'on est beaucoup moins précautionneux. C'est-à-dire que quand on va faire un développement sur une auto, on va prendre la voiture, parfois même on va la casser, ça va nous arriver, mais nous, on va essayer de savoir où se situe la limite. On la prend, on sait que ça fait ça, on va charger, on va voir jusqu'où le turbo peut aller en cassant. Alors, même des fois sans casser, parce que faut pas oublier qu'un constructeur de voiture, il construit pas toute la voiture. Donc la partie moteur, tu as
des injecteurs qui vont parfois être des injecteurs Siemens, tu vas avoir un turbo qui va être un Yachi, un Garrett, un machin, etc. Donc il suffit après de prendre la ref des pièces, tu prends la référence de ton turbo, tu sais, non pas chez Audi ou ce que tu veux, pour prendre l'exemple d'Audi, mais tu prends vraiment chez le fabricant, tu vas chez Garrett, tu te dis tiens, cette ref de turbo là, t'as des specs, tu sais que tu peux aller, je sais pas moi, un bar 8 dessus, mais que là tu regardes ton moteur, tu dis putain, ils ont mis un bar 2, donc t'as de la marge, tu vois. Mais tu vas pas le mettre à un bar 8. Nous, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller pour atteindre des limites mécaniques, et on va se dire bon, on va aller, je te dis n'importe quoi, mais 20% en dessous, en gros, tu vois, sur tes capacités de pièces, etc., de façon à nous aussi essayer de garantir, c'est un peu large, mais essayer de garantir une sorte de fiabilité mécanique. Donc c'est limite raisonnable, quoi. C'est ça. Ça. Et je me bats au quotidien avec tous mes clients qui veulent, parce que le client, c'est toujours je veux plus, quoi. Et je leur dis systématiquement, les gars, pourquoi tu vas vouloir aller chercher 15 ou 20 chevaux de plus au détriment de ta fiabilité mécanique? Ce qu'on fait là, c'est bien, c'est testé, c'est approuvé, on a fait X milliers de kilomètres, on achète des voitures tous les ans, on achète plein de voitures pour faire des développements, toute l'année on en loue, on essaye de faire des dizaines de milliers de kilomètres à notre niveau, parce que nous on n'est pas constructeur, on essaie vraiment d'avoir un process qui est bon, qui est fiable sur les voitures. Donc si tu veux sortir des gonds, tu vas sortir du boulot, du process qu'on essaie de faire pour ça, et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais j'ai un de mes confrères, un confrère ami, qui avait un slogan qui était très bon, qui disait « Les meilleures performances, celles qui durent ». Et il a raison. Justement, je parlais des constructeurs. Vous travaillez même en développement avec les constructeurs maintenant? Alors, avec les constructeurs, non. Par contre, avec des partenaires locaux, notamment des concessions, oui. Parce que le concessionnaire, lui aussi, il peut être amené, et ça peut l'intéresser, de modifier des voitures. Mais il doit pas le dire, il doit pas remonter cette info-là à un constructeur. D'accord. Parce que ça peut être très grave, il peut perdre le panneau. Hein. Je veux dire, okay. Si demain t'as un vendeur d'une marque qui dit ah bah attends, j'ai envoyé ça chez MotorTech, là ça devient difficile. Mais ça peut être aussi un levier à la vente. Hein. Je veux dire, tu peux avoir un gars, ça nous arrive tous les jours. Hein. On connaît tout le monde ici, et puis plus ou moins localement, tu as toujours des relations qui s'installent avec les professionnels de l'automobile sur chaque agence. Donc c'est du business. Tu vas avoir un mec, il va rentrer son client. On va rester encore sur l'exemple de l'Audi, tu vois. Mais le gars, il voulait un 150 chevaux. Il a finalement, là, dans le hall, il a qu'un 110, tu vois. Et puis peut-être qu'il va lui glisser, écoute, tu sais quoi, moi je sais que tu peux, voilà. Par contre, le rôle qu'on a à nous, et ça, il faut vraiment que tout le monde soit vraiment au courant de ça, c'est que tu as toujours un risque de faire sauter ta garantie constructeur avec une reprogrammation. Ceux qui prétendent l'inverse, et il y en a beaucoup, je m'arrache les cheveux en lisant ça des fois sur internet quand je regarde les publications de confrères, de dire oui, c'est invisible, c'est transparent. Non, c'est pas vrai. Si le constructeur, il veut, il cherche, il trouve. Pas de... Et pire encore sur les dernières technologies qu'on a aujourd'hui, avec des voitures qui sont connectées. Là, avant même que tu aies passé le portail de chez nous, le constructeur est déjà informé que tu as modifié ta voiture. Donc tu peux pas, enfin c'est anti-commercial d'aller dire à un client ou de faire croire à un client qu'il est tranquille. Alors, tu peux avoir double discours, parce que tu peux toujours dire à ton client, vous inquiétez pas, il n'arrivera rien. Et dans les faits, c'est à peu près la vérité, parce que comme généralement les voitures sont garanties 2 ans, c'est rare que vraiment tu aies un problème dans les 2 ans. Donc que le client soit confronté à un problème de garantie, bon, t'es à peu près à l'abri, quoi. Mais il faut surtout bien le mettre au courant. Ça, c'est très important que les gens soient au fait de cette information, quoi. Ouais, mais tu fais bien de le dire. Et justement, pour ce dernier aspect un petit peu, on va dire, réglementaire, l'assurance, tu le disais, t'aimerais bien que ce soit possible de déclarer cette modification. C'est quoi l'état actuel des Alors choses? l'assurance, c'est encore un autre problème. On va même pas parler de préparation qui tourne autour du châssis, etc. Mais simplement, si on parle de préparation moteur, il y a 2 aspects à prendre en considération. Le premier, c'est que c'est pas marqué sur la voiture qui est reprogrammée. Donc il t'arrive un truc demain, honnêtement, moi j'ai encore jamais vu une expertise où le gars arrive, va voir ton Audi, voilà, ta belle Audi que t'as montée à 150 chevaux, il va se dire, ah tiens, elle a fait 150 chevaux. Parce que derrière, il faut déjà des moyens techniques quand même lourds pour aller chercher l'information. Et quand bien même on arrive à voir que ta voiture est préparée, à ce moment-là, il faudrait démontrer que c'est la préparation qui est en cause de ton accident. T'as beau dire ce que tu veux, on va dire, ah, la voiture est pas homologuée. Ok, mais je sais pas, t'as traversé le village, t'as pas vu Germaine débouler sur le passage piéton, tu l'as bousculée, elle est tombée par terre, elle s'est cassée la hanche. Mais en fait, que ton Audi a fait 110 ou 150 chevaux, Germaine, tu l'aurais quand même écrasé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à moins vraiment de techniquement prouver que c'est ta prépa qui est en cause de l'accident, moi, à ce jour,
je n'ai jamais vu ni même entendu un cas de refus de prise en charge. Oui, il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Non, j'ai jamais vu. Jamais vu. Je pense que de dire que ça peut pas arriver, je ne sais pas, mais peut-être sur quelque chose de très gros, quelque chose vraiment où, tu sais, de toute façon, les assurances, c'est toujours le même débat. Ils trouveront tout ce qu'ils peuvent pour ne pas payer, quoi. Donc on le sait, voilà. Mais en tout cas, là-dessus, nous, on n'a jamais été embêtés, quoi. On n'a jamais même eu une expertise un jour de dire, tiens, est-ce qu'une voiture est reprogrammée ou non? Ça n'est jamais arrivé. Pour toujours un petit peu mieux expliquer ton activité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi sur cette activité. Concrètement, toi, tu fais plutôt des stages 1, stage 2. Parce qu'il y a une volonté d'industrialisation un petit peu, c'est-à-dire que tu fais du volume. Comment tu expliquerais justement de manière un peu simpliste ce en quoi ça consiste? Alors, le stage 1, c'est juste une modification électronique de ta voiture. C'est-à-dire que tu viens, on te modifie ta cartographie moteur. C'est tout. Généralement, dans 80% des cas, c'est ce qu'on fait. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, notre activité elle tourne pas autour de petits jeunes qui veulent booster leur petite voiture pour aller encore plus vite dans les routes. La majorité de nos clients sont des bons pères de famille qui ont entre 30 et 50 ans et qui veulent simplement ajouter un agrément de conduite à leur voiture. C'est pas des gens qui vont aller rouler à 300 sur l'autoroute, c'est juste pour apporter un petit plus à leur voiture. Après, ce qu'on appelle le stage 2, alors c'est très large comme terme le stage 2 parce que ça dépend vraiment de voiture en voiture. C'est-à-dire que on revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure, cheminement de développement. On va avoir un moment des limites. On va avoir des limites au niveau de notre préparation. Sur le stage 1, on va savoir que par exemple, on peut pas aller vraiment plus loin parce que ta voiture chauffe beaucoup en température derrière l'admission. Donc auquel cas, sur cette voiture-là, on va dire tiens, il faut mettre un intercooleur pour fiabiliser. Tu vas être limité parce que sur beaucoup de voitures, sur les températures d'échappement. Pourquoi? Parce que tu vas avoir ton filtre à particules ou ton catalyseur qui va t'embêter. Donc il faut mettre une ligne d'échappement. Voilà, le stage 2, c'est une modification de périphérique mécanique léger autour de ton moteur. Je dis léger parce que si on commence à dire on va changer turbo, injecteur, etc., là on passe sur ce qu'on appelle le stage 3. Stage 3, c'est pas qu'on ne veut pas en faire. En général, on le fuit un petit peu parce que c'est beaucoup de travail et c'est presque un développement personnalisé pour la voiture. Donc on est capable aujourd'hui de prendre un de nos gars, de le mettre dessus pour vraiment bosser sur une voiture, mais c'est pas toujours très très intéressant, ni pour le client final parce que ça coûte très cher, et pour nous ça nous fait sortir un gars de son activité journalière pour se consacrer qu'à une voiture alors qu'il pourrait en faire 10 dans la journée, quoi. Concrètement, si je résume bien, la stage 1, il n'y a aucune modification de pièces, c'est juste électronique. Stage 2, c'est des modifications de pièces qui sont pas des pièces ultra essentiel, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est des petits, ce qu'on appelle des petits périphériques légers. Stage 2, ça va être une ligne d'échappement, un échangeur, peut-être une boîte à air, tu vois, ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment de chaque voiture, chaque moteur. Tu vas avoir des setups qui sont un petit peu différents d'une marque, d'une voiture à l'autre. Il y a des fois, ce qu'on appelle le stage 2, ça peut être simplement supprimer le catalyseur, et puis des fois, ça va être le catalyseur plus modifier l'intercooleur, etc. Donc ça dépend vraiment de chaque voiture. On parlait de volume, maintenant vous faites quand même des beaux volumes par jour, c'est combien de voitures qui sont préparées? Alors, nous, si tu veux, si je devais parler, moi, de mon travail au travers de tout le réseau, de tous les clients qu'on a, on va dire qu'on est enfin, ça dépend toujours des périodes, mais on va être entre 150 et 200 autos jours à peu près, quoi. Ouais, ce qui est quand même vachement important. Ouais, ça fait du client, mais en même temps, c'est vachement bien parce que ça nous fait énormément de feedback. Et ça, c'est hyper intéressant parce que quand tu développes un truc, que tu donnes ça à un client, 2 clients, 10 clients, c'est une chose. Tu sais que tu dois attendre du retour pour savoir si c'est fiable, etc. Nous, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de volume. Donc, on sait très vite identifier quand il y a des problèmes. On sait très vite les corriger. On est hyper réactif là-dessus. Et si tu veux, c'est ce qui nous permet de suivre notre lignée, de vouloir faire de la qualité et de faire du travail propre, quoi. C'est quoi les autos que vous préparez un peu le plus? Vos best-sellers, entre guillemets? En ce moment, c'est beaucoup la série VAG, tu vois, sur les 2 litres TFSI, donc beaucoup les Golf 7 GTI, les Seat Leon, les Golf R. Ça, c'est un peu le best-seller du moment. On voit que le marché a vachement évolué avec l'essence, le diesel, parce que le diesel avant, c'était une très très grosse part de notre activité. Aujourd'hui, on en a de moins en moins. Parce que le diesel se prépare très bien. Le diesel se prépare très bien, mais il est surtout beaucoup moins diffusé aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça fait quelques années maintenant qu'on sait que
bon, pour des raisons politiques, on va pas rentrer dedans, mais l'État a retourné sa veste en disant, alors que pendant 10 ans, ils ont dit il faut faire du diesel, maintenant ils veulent plus en faire, bon, voilà. Donc il y a plus de diesel, et les gens achètent beaucoup d'essence maintenant, et donc on fait... Après, si tu veux, on fait aussi beaucoup de petites voitures, hein. Les petits 1 litre TSI, les petits 1 litre de PureTech chez PSA, c'est un moteur qu'on fait beaucoup pour la préparation, mais aussi la conversion éthanol, parce que c'est une grosse part de notre activité aussi, la conversion éthanol. Donc, plus économique. Ouais, pour le client final. beaucoup plus économique, parce que si tu veux, ça t'entraîne une surconsommation, mais en même temps, tu as un carburant qui vaut aujourd'hui un tiers du prix du sans-plomb. Donc, si tu fais ton calcul, même si tu consommes 15-20% de plus, de toute façon, le rendement reste intéressant, quoi. Tu m'expliquais aussi que vous travaillez pour des administrations, des taxis. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Alors, taxi, ça va être beaucoup Alors, taxi, c'est comme les ambulanciers, etc. Eux, ils vont vraiment rechercher de la consommation. Donc, généralement, on fait de la programmation essentiellement basée sur le gain de couple, etc. Pour essayer d'améliorer au mieux le rendement énergétique calorifique du moteur, de façon à réduire de façon significative la conso. Bon, c'est jamais énorme, mais comme ce sont des gens qui roulent beaucoup, bon, un taxi, il fait vite 150 000 km par an, quoi. Donc là, c'est intéressant, quoi. Parce que même s'il économise, un demi-litre ou 1 litre 100, sur son parcours, c'est bien, quoi. Et les administrations, c'est pareil, tout va dépendre, quoi. On a pu être déjà sollicité, par exemple, par des mairies qui veulent brider leurs véhicules, ou des administrations comme le conseil régional, qui eux par contre décident de dire tiens, nous on a acheté 200 Citroën C3, et comme on sait que nos gars ils roulent comme des... Voilà, on voudrait qu'ils dépassent pas 3000 tours, ou qu'ils n'aillent pas plus vite que 110 km/h. On a déjà eu le cas régulièrement, quoi. Donc tu peux mettre une bride finalement. Tu peux mettre une bride comme tu veux, quoi. Comme les constructeurs. On a beaucoup travaillé ici de façon locale, on a beaucoup travaillé avec UPS par exemple. Parce que il y a les livreurs, et c'est pas une légende, quoi. Les livreurs prennent les camions, ça roule comme des malades, machin. Donc UPS, à un moment, ils avaient vachement de frais de réparation, quoi, sur leur ils avaient des Volkswagen Crafter, et les gars ils en pouvaient plus, quoi. Les freins, les pneus, les machins, c'était tapé tout le temps, les gars ils roulaient à fond. Donc ils s'en sont arrivés à un moment où ils ont dit nous voilà, on veut pas qu'ils aillent à plus de 110, on veut pas que machin, et on fait ce qu'ils nous demandent de faire, quoi. Sans transition, je pense qu'il y a des gens qui te connaissent aussi par YouTube, par les réseaux, parce que tu es apparu dans certaines vidéos, notamment d'Erwan, que je salue, et de GMK. Ouais. Alors ça, c'est une expérience qui est sympa. C'était pas tellement ce que je voulais au début, mais j'y suis arrivé un petit peu malgré moi. Et puis ça fait partie un peu du jeu. C'est rigolo, voilà, c'est des petites parenthèses qu'on s'autorise de temps en temps, et c'est marrant, quoi. C'est marrant parce que ça permet aussi de faire des rencontres et de partager un petit peu. Tu parlais d'Erwan, c'est un gars que je connaissais pas du tout, et qui est très sympathique, et qui est un vrai passionné d'auto. Et ça fait toujours plaisir finalement de partager des moments, et surtout d'essayer de donner aux gens un contenu, essayer de faire un contenu de qualité, quoi. De partager des infos techniques, des ressentis, des choses. Alors je me suis même essayé moi-même à essayer de faire un peu des vidéos tout seul. Le résultat est pas terrible, parce que si tu veux, j'ai pas les compétences, j'ai pas le matériel, surtout c'est du temps aussi, hein. Ouais, quand je revois le montage, je dis putain, j'ai pas bien mis le micro, la caméra là ça va pas, etc. Mais bon, je fais comme je peux avec le temps que j'ai, pour essayer de partager un petit peu aussi ma passion de l'auto avec les gens, quoi. Et puis je trouve ça bien qu'on discute un peu de tous ces sujets-là, parce que je pense que les gens qui ont pu découvrir notamment sur les vidéos de GMK, ils ont ce personnage un peu foufou, alors que t'es tout sauf ça, et t'es beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Alors tu vois, GMK c'est quelqu'un de très sympathique, avec qui j'aime bien faire des vidéos, mais c'est un personnage qui m'a créé, si tu veux, qu'on s'est créé, hein, au travers des quelques vidéos qu'on a pu faire ensemble, et parce que c'est un jeu en quelque sorte, c'est le jeu de on va aller en enfer, enfin tu vois, donc c'est rigolo, voilà, mais il faut se dire que c'est tout ça, c'est de la fiction, c'est du montage, c'est fait pour faire aussi un petit peu rigoler les gens, c'est fait pour faire un petit peu d'audience, voilà, mais véritablement, je suis pas un fou du volant. Je confirme. Je roule, voilà, je suis quelqu'un qui roule un peu plus vite que l'imitation, mais je double pas, je passe pas ma vie à doubler par la droite ou à rouler à 200 sur les nationales. Non, mais c'est vrai qu'après ça reste du divertissement, et je pense qu'il faut toujours faire un peu la part des choses entre le contenu qui peut être créé sur YouTube, qui encore une fois est divertissant ou très instructif, mais qui est pas forcément la réalité de ce que vivent les gens, en fait. Exactement. Pour en revenir un peu à tes voitures, tu parlais tout à l'heure de ta Clio 2 RS, de ta S3.
Qu'est-ce que tu as eu un peu par la suite? Parce que je crois que ta S3 t'as assez déçu. J'ai pas du tout aimé cette voiture. Je trouvais que c'était une voiture qui était fade, qui était nulle. Enfin, par rapport à ma Clio S, j'ai vraiment pas du tout aimé l'Audi. Une voiture. Je suis très vite arrivé chez BMW. T'as pas eu une Mégane entre temps? Ouais, alors Tu l'as pas aimé aussi. On peut parler, mais les pro Renault vont détester ce que je vais dire, donc ça serait pas très sympa. Autant j'ai adoré ma Clio effectivement, mais après ma Mégane, c'était ma Mégane RS, ça c'était une catastrophe. J'ai pas été du tout content de cette voiture. Elle a fait que tomber en panne. Bon, voilà, les anti-Renault diront c'est normal. Ton grand-père il réagissait comment par rapport à ça? Écoute, mon grand-père, je crois que je lui en ai pas trop parlé de ses problèmes de Mégane, etc. Tu vois, donc, voilà, après j'ai eu quelques phases avec des voitures, une 406 V6 coupée que j'ai bien aimé. C'était une belle voiture, j'ai bien aimé cette auto. Et très rapidement, je me suis noué d'un amour très fort avec BMW. C'est une marque que j'ai adorée pendant très longtemps. J'ai eu un peu tous les modèles, quoi. C'est avec ça que j'ai un peu commencé à faire du circuit. J'avais acheté, et ça valait rien à l'époque, on en parlait tout à l'heure en off, mais des BMW E30, quoi. Tu vois, 320, 325i, à l'époque, j'en cherchais sur internet, j'allais acheter ça à 500 balles, quoi. Elles étaient dans le fond de jardin, aujourd'hui ça vaut 20 fois le prix, quoi. Donc c'était un petit peu on va dire les petites merguez. C'est pas méchant quand je dis ça, mais c'était des petites merguez pas chères, où on trouvait un peu des pièces partout, qu'on pouvait bricoler facilement. Quand ça tombait en panne, ça coûtait pas cher. Et on s'amusait avec le week-end avec les copains, aller rouler avec ça sur circuit, quoi. Donc c'était pas très puissant, ça allait pas très vite, mais c'était rigolo, quoi. Ça fait tes armes, quoi. Voilà, ça driftait, c'était rigolo. Après j'ai eu un petit peu la E36, après la E46 que j'ai adoré, j'ai eu une 330 coupée, E46 330i, vachement sympa. Et puis j'ai eu un amour très fort aussi et c'est un peu comme ça que je suis arrivé, j'étais un peu connu sur les réseaux, c'était avec ma 335i. Le 92, ça a été un peu vraiment la première belle voiture que je me suis achetée, parce que j'ai toujours eu un peu des voitures à 5-10 000 balles, tu vois, c'était des petites voitures, quoi. Enfin, petites voitures, c'était déjà bien, quoi, mais et donc première voiture, vraiment j'ai fait un crédit et tout pour m'acheter ma voiture, hein. J'adorais cette voiture. Tu l'as préparée un peu, celle-là? Ah, je l'ai préparée trop préparé. C'est-à-dire, par exemple, ça donnait quoi? Trop préparé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est resté d'origine sur cette voiture. J'ai été de modification. Elle n'avait pas le paquet, j'ai tout rajouté le paquet. J'avais mis des gros turbos. J'ai modifié la boîte, les freins avant, les freins arrière, les suspensions. J'ai tout changé sur cette voiture, quoi. J'ai monté tous les trains avant, arrière de M3 et tout. Enfin, mais j'ai passé tellement de temps à la peaufiner, à machin. J'ai adoré cette voiture. Et aujourd'hui, je l'ai revendue à un ami, qui l'a revendue encore à un ami. Et cette caisse, aujourd'hui, elle doit avoir entre 170 et 200 000 km. Elle roule toujours très bien. J'ai mis une panne. C'était un monstre sur le circuit? Ouais, c'était. Aujourd'hui, je te dirais non. Mais à l'époque, je trouvais que c'était exceptionnel, quoi. J'allais toujours me taper avec des voitures un peu de catégorie au-dessus, et elle faisait illusion, quoi. Elle était légère, j'imagine que tu l'avais vidée? Non. Pas celle-là, non. Pas celle-là? Non, mais tu sais, après, c'était aussi ma seule et unique voiture. Oui, c'est ça. Donc, il fallait bien que je la roule au quotidien. Et puis j'étais quand même avec ma femme. Et puis en 2014, j'ai eu un petit garçon. Donc, il fallait aussi que je puisse bouger avec sa voiture, quoi. Donc, tu la vends le cœur en peine? Je la vends avec vraiment, vraiment beaucoup de peine. Mais je la vends à un ami. Donc c'est un petit peu de réconfort, parce que je me dis au moins elle reste pas loin de moi. Et j'ai continué un petit peu mon aventure chez BMW avec quelques autres modèles, M3, M5, M4, et puis j'ai arrêté BMW après au niveau de la M4, quoi. J'ai eu quelques griefs personnels ici avec le concessionnaire local, ce qui fait que j'ai voulu changer. T'as eu un dégoût de BM à cause de ça? Parce que t'étais un vrai BMiste, tu le disais. Ouais, vraiment, ouais. On a une histoire ici, une histoire qui me concerne pas vraiment, d'un commercial, on va dire, un peu véreux. On va pas rentrer dans le détail, mais si tu veux, moi j'ai apporté simplement mon avis, un témoignage sur une situation qui était une situation réelle, quoi. Et j'ai été un peu traité de menteur, insulté par mon concessionnaire ici local, à qui pourtant j'avais acheté une dizaine de bagnoles neuves, et bon. Ça m'a un petit peu échaudé. Mais de toute façon, globalement, j'étais plutôt déçu de la marque. Et les produits qui sortent aujourd'hui me confortent dans cette idée-là. Mais ça reste toujours mon avis personnel, attention, quoi. Parce que j'ai été un fervent défenseur de BMW avec l'ADN bavarois, des voitures qui étaient pour moi des voitures de sport sensationnelles. Moi, ce qui sort aujourd'hui chez BMW, ça me plaît pas.
Voilà. Je suis resté un petit peu BM parce que j'ai eu il y a 2-3 ans, là, j'ai eu une M2. J'ai beaucoup aimé cette voiture. Mais pour moi, c'est vraiment la dernière qui aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ne retrouves pas dans le nouveau BM? Nouvelle BM, tu regardes la nouvelle. Enfin, moi, je regarde la nouvelle série 1. Déjà, pour moi, elle ressemble plus à une BMW. Et puis, c'est des tractions. Et puis, c'est des moteurs 2 litres. Et puis, aujourd'hui, ils viennent de sortir une nouvelle M4. Bon. Esthétiquement, qui me plaît pas, que j'ai du mal à identifier à BMW, qui est en 4 roues motrices et qui coûte en prix de départ 150 000 € hors malus. À un moment, tu peux pas, qui est grosse comme une N5. Enfin, tu trouves qu'ils se perdent un peu? Ils se perdent, mais tout le monde se perd. Tout le monde se perd finalement un petit peu. T'as Mercedes, ils vont être pareils. Audi ont toujours plus ou moins été comme ça, mais de toute façon, d'un point de vue général, je pense qu'on va pas vers le bon. Voilà. Si on est sur l'automobile sportive, si on aime la voiture, si on aime la conduite, si on aime la sensation, de toute façon, peu importe où on va aujourd'hui, on n'est pas dans le bon. Et les quelques petits constructeurs qui vont un peu sortir des gonds font un peu la une de la presse, parce que, et à juste titre, tu vois une voiture comme la Renault, pardon, pas la Renault, mais l'Alpine, parce que c'est une marque à part entière, mais l'Alpine, par exemple, c'est une très bonne voiture. Ça avait fait 250 chevaux, c'est machin, mais tout le monde en dit du bien. Pourquoi? Parce que ça fait partie encore des quelques voitures. On a une voiture qui offre du plaisir, des sensations, comme la petite Toyota Yaris GR. Tu vois, c'est pas des voitures très chères, c'est pas des supercars, mais c'est des voitures qui ont encore quelque chose, quoi, qui ont une âme, où tu vas avoir quelque chose. Bah, aujourd'hui, je n'estime pas être un pilote ou quoi que ce soit, mais tu me mets une M135i de nouvelle génération actuelle, tu me la mets entre les mains en te disant tiens, va te faire plaisir sur une petite route. Honnêtement, tu me donnerais ça ou une Golf 2 litres TDI. Enfin, pour moi, ce serait pareil, quoi. Voilà. C'est pas méchant, mais c'est une réalité. Ouais. Ah, c'est ton point de vue. Et justement, donc, l'histoire d'amour avec BM s'arrête. Comment tu remplaces? L'histoire s'arrête et l'histoire a failli commencer avec Porsche. Parce que j'avais eu une brève expérience avec une Porsche Cayman S. J'avais vraiment bien aimé cette voiture. C'était pas la plus rapide et tout, mais j'avais bien aimé le centre de gravité bas, la conduite, etc. Donc, on commence à avoir une activité plutôt florissante chez Motortech, on va bien, et je me dis, bon, allez, déjà, même 4, c'était déjà un petit coup de folie, parce que c'est une voiture qui coûtait déjà à l'époque très cher, et je me dis, bon, j'ai vraiment envie de me faire péter une super caisse, quoi. Et donc, je vais chez Porsche, et je me dis, allez, je vais une 911. Et je configure ma 911, etc. Et je suis un petit peu hésitant, je réfléchis, je sais pas trop comment, une S, une GTS, bon, je sais pas. Et je me fais un petit week-end love avec ma femme à Monaco. Et je marche sur le boulevard Princesse Grace, et je passe devant chez McLaren. Et une marque un peu mythique qui m'a toujours fait rêver, très très peu répandue à l'époque quand même, parce que il y avait que le MP4 qui était sorti, et ils venaient de sortir leur version Sport Series, qui était ce qu'ils disaient à l'époque les modèles abordables de la marque. La Renaissance avait 4 ans? La Renaissance de McLaren? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, c'est ça. Donc, bon, je m'arrête et je vois un peu ces voitures en vitrine et je me dis, tiens, je vais rentrer, quoi. Et de là, je rencontre Christophe Capion, qui est le responsable de McLaren depuis que cette concession existe. Et on discute. Et j'ai bien aimé l'approche de ce gars-là, si tu veux. Parce que tu sais, c'est hyper important, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais la relation humaine. Et tu sais, moi, plein de fois, je suis rentré dans des belles concessions et on ne te prend pas au sérieux. Demain, tu passes chez Ferrari, je suis prêt à parier que personne ne vienne parler parce que t'es jeune, parce que tu machin, et parce que t'es pas le fils d'un tel. Et en fin de compte, Christophe est venu vers moi et puis on a discuté comme deux gens qui aiment les voitures. Et puis il me dit, et je lui dis ouais, j'aimerais bien acheter une 911 et tout. Puis il me dit, mais attends, moi j'ai un truc, j'ai une petite McLaren 540 et tout. Je dis non, mais attends, McLaren et tout. Il me dit, mais attends, je t'ai pas parlé de prix, je t'ai pas machin. Viens, tiens, prends les clés, va l'essayer la voiture. Et je monte dans cette voiture que je vois qui ressemble à une voiture sortie de l'espace, avec des lignes incroyables, des portes qui s'ouvrent en élytre et tout. La Porsche est belle, la 911 c'est beau. Mais ça c'est autre chose, tu vois. Et je vais essayer cette voiture et je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Et le gars, on discute rapidement, on échange et puis on arrive finalement à se mettre d'accord sur un prix qui était finalement le même prix qu'une 911. Voilà. Cette voiture-là, cette McLaren, à l'époque, quand elle est sortie, elle a coûté 165 000 €, ce qui est déjà un gros budget. Mais finalement, 165 000 €, c'était le prix d'une 911 à l'époque avec 3 options dedans, quoi.
Donc j'achète cette auto et ça a été le début d'une grande histoire d'amour avec McLaren par la suite. Quelle a été la suite de cette histoire d'amour? Parce que McLaren, pour beaucoup, c'est des voitures fantastiques, mais c'est aussi des problèmes de fiabilité, etc. Alors, Joker. Non, alors, c'est pas totalement faux, si tu veux. Pour moi, pour être tout à fait honnête, si je dois résumer la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec les quelques années d'expérience que j'ai avec la marque et les différents modèles que j'ai pu avoir, c'est que tu as quand même un vrai problème alors pas de fiabilité, mais pour moi, c'est un problème de fabrication à la base. T'as quand même une chaîne de montage qui, à mon sens, est un peu bâclée. Les voitures sont un peu finies à la va-vite. Moi, j'ai déjà vu des choses aberrantes chez McLaren, quoi. J'ai déjà vu, tu sais, des marques, parce que tu as un contrôle qualité derrière, où par exemple, te vérifient des vis, tu vois. Donc, ils vont sous la voiture, regardent si c'est serré. Si c'est serré, ils te font une petite trace de blanc, tu vois. J'ai déjà vu une trace de blanc sur des vis pas serrées, quoi. Donc, t'as beaucoup de problèmes, à mon sens, d'aftermarket, parce qu'au début, tu as un travail qui est pas fait de façon consciencieuse et un peu bâclé, quoi. Tu penses que ça, c'est dû à une jeune marque qui n'a pas encore des process assez établis? Alors, c'est dû à une jeune marque, et c'est surtout dû à une marque qui a rencontré récemment des difficultés financières. Tout le monde l'a su parce que c'est passé un peu partout dans la presse. Donc, si tu veux, leur ligne de conduite, c'était vraiment d'essayer de sortir le maximum de voitures, quitte à les pousser dehors, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont eu une période un peu noire. Bon, après, il y a eu évidemment les premières McLaren aussi où il y a eu des problèmes électroniques, et ça, c'est un fait. Mais après, il faut reconnaître que il y a ces problèmes, mais derrière, tu as un super service. Et tu as une qualité de service qui est géniale. Moi, si je devais parler de l'expérience que j'ai avec McLaren Monaco, c'est que tu as des gens qui sont très humains, tu as un service après-vente qui est exceptionnel. Les mecs, ils te prennent très vite en charge les voitures, ils gèrent, ils trouvent les pannes. Mais après, si tu veux, ils connaissent les problèmes de leur marque. Et ils nouent, si tu veux, avec leurs clients aussi un petit peu des relations particulières. Tu rentres un petit peu comme dans une famille. Parce que tu leur fais confiance, sachant que justement c'est une marque qui est récente, tu leur dis, je vous fais confiance, que j'aime bien ce que vous amenez, ce que vous apportez dans le milieu automobile. C'est ça en fait. À un moment, il faut aussi se dire que t'achètes, je vais te parler de la 540 que j'ai eue. Donc tu vois, t'achètes une voiture à 160 000 euros. Si tu veux avoir la même chose chez un concurrent de supercar, tu vas t'acheter une Ferrari qui coûtera 300, ou tu vas t'acheter une Lamborghini qui coûtera 250. Donc à un moment, je veux dire, tu te places sur un curseur. Je vais pas dire que tu es sur le low cost de la supercar, mais c'est un petit peu ça quelque part. Donc derrière, il faut accepter que ce soit une marque aussi qui est un peu nouvelle, qui a un petit peu ses problèmes, qui a un petit peu ses difficultés. Mais aujourd'hui, quels que soient les petits problèmes que j'ai eu, parce que j'ai jamais eu de problème grave sur la voiture. J'ai eu des petites merdes, j'ai eu des trucs, j'ai eu des petits problèmes de série, de fabrication et tout, mais j'ai jamais eu de problème qui m'ont réellement empêché de circuler avec la voiture. T'as tellement aimé McLaren que t'en as eu une deuxième, une 600 LT, c'est ça? Ouais, alors la 600 LT, c'était une belle histoire, on en avait parlé justement, et parce que je me suis très vite pris de passion pour la marque McLaren. Alors j'en ai fait à mon échelle ici la pub, parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai ramené une McLaren ici dans la région, j'en avais jamais vu une seule. J'ai fait essayer ça à peu près à tous mes clients, amis, etc., qui pouvaient être susceptibles d'être intéressés par la marque, même à la faire essayer sur circuit. Je me suis fait incendier d'ailleurs parce que j'avais été invité à une journée Porsche. Je suis arrivé avec ma McLaren sur un circuit et avec ma McLaren premier prix, si tu veux, je tournais autour de à peu près toutes les Porsche qu'il y avait, et donc tous les gens venaient me voir, mais c'est quoi, c'est machin, putain, mais c'est quoi McLaren? Moi je dis ouais putain, mais c'est génial, en plus attends, ça coûte pas cher. Et puis tu leur as demandé une com après à McLaren ou quoi? Non, jamais, je l'ai toujours fait avec plaisir. Et donc rapidement, j'ai essayé de convertir un certain nombre de personnes, et ça a fonctionné, hein. Beaucoup de gens autour de moi ont acheté McLaren. Aujourd'hui, on a beaucoup de potes, enfin, je sais pas, j'ai au moins 5 ou 6 personnes autour de moi qui ont acheté des McLaren. D'ailleurs, ta 540, je crois qu'elle est passée de pote en pote, c'est ça, non? Ouais, elle a été revendue, je l'ai revendue à un copain. Et donc, ça m'a valu un petit peu là aussi de renforcer les relations que j'avais avec eux, la sympathie que j'avais par rapport à la concession de Monaco. Et un jour, il m'invite à faire un roulage sur circuit au Castellet, à l'occasion de la sortie de la 720S. Ouais, donc ça devait être en 2016, je crois. Donc 2016, je vais au Castellet, 700, donc ici à la 720S. Et alors, il arrive deux choses extraordinaires à cette journée. C'est que je voulais déjà, je voulais essayer d'améliorer un petit peu
mon niveau sur cette voiture-là, parce que c'était une voiture que j'avais jamais eu l'habitude de conduire, parce que c'est un peu particulier, c'est une cellule carbone, moteur à... Tu l'avais depuis combien de temps en ce moment-là? Depuis pas très très longtemps, je crois que j'ai vu en mars et j'ai dû faire le circuit en septembre, un truc comme ça. Et t'arrivais pas à la rouler comme tu le voulais? Alors j'y arrivais, mais je sentais que j'avais des lacunes, si tu veux, parce que c'est pas une voiture que j'avais vraiment l'habitude d'avoir. Autant ça fonctionne pas du tout pareil. J'ai toujours été habitué au BM, parce que je toujours roulé avec des BM sur circuit. Donc le BM, t'as un jeu de transfert de masse, tu as une façon de conduire une BM qui est pas du tout la même qu'une McLaren. Donc j'avais un petit peu de mal, si tu veux, j'avais du mal, mais j'étais pas mauvais. Mais j'avais un petit peu de mal des fois à appréhender la façon dont il fallait rentrer, sortir avec la voiture, prendre des trajectoires, etc. Donc McLaren me propose gentiment de me payer une journée de coaching sur le circuit, avec une 700 RS d'ailleurs. Et je me retrouve à aller sur la piste avec tout un tas de coachs qui étaient là pour beaucoup d'autres clients. Puis moi, mon coach était pas forcément, apparemment mon coach était pas là ou avait été donné à quelqu'un d'autre, etc. Machin. Donc je vois un petit jeune qui arrive qui dit ah, mais c'est bon, allez, je le prends avec moi, etc. Et puis je monte avec lui. Il me dit tiens, vas-y, on roule. Et puis je me dis bon allez, je vais quand même lui montrer que je suis pas un gland, quoi, parce que on va pas commencer au niveau, allez là, freine, tout. Je dis bon allez, j'y vais parce que. Il me dit vas-y, roule, il dit rien, on passe le tour d'après, il commence à enlever l'ESP, le machin et tout, et on y va, et puis il me dit, puis je dis alors et tout, il me dit mais tu sais pas conduire? Il me dit mais tu sais pas conduire? Ah bon et tout, ouais non, il dit, attends, il me dit avant qu'on aille plus dans le truc, il me dit monte avec moi, et il monte dans sa caisse perso, c'est une 675 LT, qui m'avait marqué d'ailleurs cette voiture, et je monte avec lui, et le gars, on fait quelques tours de piste. Et je me dis, mais c'est dingue ce mec, comme il roule, quoi. Parce que c'était beau, c'était rapide, très rapide, mais t'avais l'impression que la voiture ne souffrait pas. C'était d'une fluidité incroyable. T'as l'impression que le gars, il était, tu sais qu'il était monté sur les roulettes de caddie, quoi, dans les virages. Hop là, ça repartait, ça machin. Il aurait presque pu rouler coude à la portière, c'était pareil, quoi. Et t'avais jamais un pneu qui criait. Franchement, il avait des trages qui étaient parfaites, etc. Et puis il me dit, tu vois, la voiture, il faut la rouler comme. Il me dit, il faut pas la faire souffrir. Il faut la rouler comme elle doit être roulée, etc. Et j'ai fait quelques sessions avec lui par la suite. Et comme j'étais pas du tout au fait non plus un peu de l'actualité automobile, des pilotes. Moi, j'ai jamais trop suivi la F1, les trucs comme ça et tout. Et en fait, il s'avérait que ce gars-là, c'était Bruno Senna. Donc le neveu? Le neveu d'Ayrton Senna, ouais. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. C'est vraiment l'égérie si on peut appeler ça comme ça, de McLaren, quoi. L'ambassadeur, ouais. Ouais, donc il est sur toutes les vidéos promo, les machins. D'ailleurs, il est pilote essayeur, je pense, un peu pour les prototypes, etc. Et c'était une belle expérience, parce que c'était un gars très très gentil et tout. Et donc, dans cette journée-là, se découle autre chose, c'est que t'as les grands dirigeants, les big boss de chez McLaren qui sont présents. Donc, t'as le numéro 1, le numéro 2, et donc t'as aussi tout le staff de l'équipe de Monaco qui est là, etc. Et j'avais entendu des bruits de couloir, comme quoi il y avait justement un modèle un peu hardcore de Ma 540 qui allait sortir, parce que la 540 c'est une très bonne auto, mais ça reste une GT. Donc si tu veux, sur piste, c'était pas forcément l'idéal. Enfin, une voiture qui va très bien, mais c'était pas tout à fait pour une utilisation piste, quoi, tu vois. Donc j'entends dire que la LT va revivre, parce que la seule LT qu'il y avait jusqu'à présent, c'était la 675, dans laquelle j'étais monté, qui m'avait complètement marqué l'esprit. Et je me dis, mais attends, s'ils font une version LT de ma voiture, ça va être fantastique, quoi. Mais comme toutes les LT, t'as une production qui est limitée. Donc t'as des attributions qui sont faites et par les concessionnaires et par McLaren eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'usine, s'ils n'ont pas envie de te vendre la voiture parce que ils n'aiment pas ta gueule, pardon, mais ils te la vendent pas, quoi. Typiquement, le modèle n'était pas encore, le nom du modèle n'était pas encore sorti. Elle n'existait pas. Il y avait des rumeurs, mais eux devaient savoir déjà combien ils allaient la vendre. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Donc je discute un petit peu avec eux. Donc je suis présenté à ces grands dirigeants qui étaient des gens très gentils, et je discute un petit peu avec le staff et je leur dis écoutez, moi je sais que je suis un petit client. Parce que généralement, ceux qui achètent des LT, c'est comme ceux qui sont chez Ferrari, par exemple, qui vont acheter une Pista. C'est des mecs qui ont déjà 1, 2, 3, 4, 5 Ferrari, etc. Moi, je dis, je suis un petit, je viens d'arriver, je suis jeune. Enfin, j'ai 30 ans. Même pas 30 ans d'ailleurs. J'ai acheté un petit modèle, le plus petit, le moins cher, d'occasion presque. Mais je dis, mais voilà, moi dans mon taf, dans mon boulot, je monte un peu, et sachez que moi, ça me ferait plaisir si un jour vous la sortez, cette voiture,
quel que soit son nom, son machin, si en tout cas elle est dans les prix qui semblaient être cohérents, parce que tu fais une règle de 3, quoi. Tu vois combien coûte une LT en 675 par rapport à une 650S, tu sais que ça coûte 20% de plus, etc. Donc je dis écoutez, si c'est dans ce truc-là, moi je dis j'aimerais bien, quoi. J'aimerais bien en avoir une. Peut-être un jour, le jour où elle sera là, pensez à moi. Et je te dis, on était fin d'été 2016, je crois, et la voiture, ils ne l'ont annoncé qu'en juin ou juillet de l'année suivante. Donc ça a pris du temps, tu vois. Et le mec, donc, par contre, je suis désolé, je me souviens pas de son nom, mais donc un des chefs me dit, écoute, tu l'auras la 600, enfin c'est pas la 600T, mais il me dit cette version, tu l'auras, et en plus tu auras la première. Et là, tu te dis quoi, je me toi dis putain, ouais, c'est beau. Non, mais je me dis, j'ai vraiment de chance, j'ai vraiment de la chance, quoi. Tu crois direct, tu dis pas ça va tomber lettre non, morte. mais tu crois comme à ce moment, quand il t'arrive ça, t'as pas 30 ans, t'as 12 ans, quoi. Non, mais c'est vrai. Je sors de là, j'étais excité comme une puce. Tu vois, j'appelle ma femme, j'appelle mes potes, j'appelle tout le monde, quoi, en disant c'est incroyable ce qui arrive et tout. Puis après, tu sais, le temps passe, quoi. Et tu sais ce qu'on dit avec le temps, quoi. Si tu peux toujours. Et le temps passe, et le modèle commence à être annoncé. Et je commence un petit peu à traquer les gars en disant ouais, vous pensez à moi, etc. Machin. Et je renvoie un message, je me rappelle à Christophe à Monaco, et je lui dis tu sais Christophe, je sais pas si tu te souviens, mais voilà, à l'époque, vous m'avez fait une promesse, et que machin et tout. Et il m'a répondu un truc du genre c'est gravé, ne t'inquiète pas, quoi. Une promesse, on tiendra. Et j'ai été le premier à configurer cette voiture, et j'étais le premier à être livré de la nouvelle 600LT quand elle est sortie à l'époque. Ce qui était très bien, ce qui était bien et pas bien, parce que dans le coup j'ai été un peu on m'a un petit peu forcé à prendre une configuration que je voulais pas forcément, parce que si tu veux, comme il fallait que c'était les premières à sortir, j'avais pas beaucoup de choix sur je pouvais pas me faire une option comme ci, comme ça, mais voilà, fallait que ce soit comme ça, sinon j'allais attendre, quoi, tu vois. Mais dans le coup, mais bon, c'était sympa, c'était une très belle expérience, quoi. Et c'est une voiture que t'as gardée combien de temps, celle-ci? À peu près 2 ans. Que tu as aussi revendu à un pote ou pas? Que j'ai aussi revendu à un pote. Comme ça, vous avez une armée. Cette voiture est toujours là, d'ailleurs, toujours dans le bureau de Motortech, parce que je l'ai revendue à un copain qui travaille chez nous. Dans un autre centre, c'est ça? Qui travaillait avant dans un autre centre à Marseille, qui travaille aujourd'hui dans le centre de Toulon. Maintenant, pour les gens qui ont un petit peu suivi, t'as un autre modèle extrême. Ouais, alors la 765 LT, qui est sortie il y a pas longtemps. Il y en a combien en France, tu sais? Je sais pas, mais il y en a pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Ça va vraiment se compter sur les doigts de la main, parce que c'est une voiture qui est limitée à 765 exemplaires dans le monde. Ça, c'est vraiment une auto vraiment hardcore, quoi. Très très hardcore. C'est vraiment très différent de ce que j'ai connu sur la 600LT. Ça, c'est très 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 puissant, c'est très 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 performant. Enfin, il y a vraiment un monde entre la 600 et la 765, quoi. Vraiment, quoi. Il y a un gap énorme. Ouais, sur tous les plans. Ouais. Sur le plan performance, technique, etc., c'est très différent. Alors, j'ai souvent l'habitude de dire le mieux est l'ennemi du bien, parce que ça veut pas dire qu'elle est mieux. Ça veut dire qu'elle est plus puissante. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus. Mais plus veut dire que c'est aussi finalement très difficile de prendre du plaisir avec cette voiture tout en restant raisonnable. C'est-à-dire qu'elle est tellement puissante, les prises de vitesse sont tellement dingues, la voiture a tellement un châssis incroyable, etc., que finalement tu te retrouves très vite à être extrêmement dangereux, quoi. Sur route, ça n'a aucun sens. Pour toi et pour les autres. Ah oui, mais sur route, c'est une voiture qui est complètement délirante, quoi. Tu peux contextualiser un peu en termes de chiffres ce que ça donne pour les gens qui visualisent pas forcément? Alors, tu vois, en termes de chiffres, tu as un 0 à 100 qui se fait en, je crois, si je dis pas de conneries, parce que 0 à 100 c'est rare que je fasse cet exercice-là, mais qui se fait plus ou moins autour des 2 secondes et demie, tu vois, à peu près, sur une propulsion, donc sachant que tu es un petit peu en motricité. Et après, tu as un 100 à 200 qui se fait en 4 secondes. Donc, ce qui fait que tu es propulsé en gros de 0 à 200 en 7 secondes. Le quart de miles, donc les 400 mètres départ arrêté, t'es largement sous les 10 secondes. Donc même si t'as dans de très bonnes conditions de grippe, etc., les mecs, t'as beaucoup de gens qui ont fait des essais qui sont autour des 9 secondes et demie, donc même moins de 9 secondes et demie. Ce qui fait que en performance pure, si tu veux, on va pas parler de vitesse max parce qu'on s'en fout, ouais. Mais sur des vitesses qui sont cohérentes sur des voitures comme ça, donc jusqu'à à peu près 300 km/h, t'es plus performant qu'une Bugatti Chiron sur des exercices comme ça. Donc c'est parce que c'est une voiture qui est très légère, qui pèse 1,3 tonne,
qui est beaucoup plus puissante que ce que McLaren a annoncé. Parce que McLaren a annoncé 765 chevaux, cette voiture-là. Et ça, c'est vachement intéressant, justement. Et c'est un mensonge. C'est fort de dire un mot comme ça. Mais c'est une carotte. Voilà, je vais appeler ça une carotte. Parce que ils ont pris ni plus ni moins qu'un moteur de Senna, qu'ils ont optimisé derrière, mis des rapports plus courts, etc. Donc forcément, la recette devait être explosive. Et donc, tous ceux qui ont aujourd'hui mesuré ces voitures sur banc, et je ne l'ai pas fait, parce que tu sais ce qu'on dit sur les cordonniers, mais tous ceux qui ont eu l'occasion de mesurer cette voiture sur banc sortent généralement des chiffres qui vont entre 820, 850 chevaux, etc. d'origine, quoi. Ouais, donc un gros gap quand même entre ce un gros gap, ouais. Et pour la première fois de ma vie, c'est une voiture où je me dis je préparerais pas cette voiture. Je mettrais pas des chevaux sur ça. Parce qu'elle est déjà c'est déjà de non-sens, quoi. Donc un préparateur qui la laisse d'origine, c'est beau ça. Ouais. T'es arrivé au sommet, quoi. Ouais. Et je me suis battu encore ce matin avec un mec sur les réseaux sociaux parce que je voyais une 765 LT outre-Atlantique qui était sur un pont, il montait tout un tas de pièces, il changeait les pompes à essence, les machins, les ça. Et je dis au gars, mais pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien, quoi. Déjà, la voiture, pour essayer en dessous de 150 km/h, c'est extrêmement dur d'avoir de l'adhérence parce que tu remets gaz, la caisse elle tire dans tous les sens. T'es déjà aux limites finalement physiques de la caisse, quoi. Donc quand même des gens qui l'ont préparé, même dépassant les 1000 chevaux. Donc t'as quand même une marge mécanique qui est bonne, quoi. Mais au-delà de la capacité mécanique de la voiture, il faut voir aussi la cohérence, quoi. Tu vois, c'est comme si je te disais demain mets 500 chevaux dans une Golf 2. Tu me diras mais ça n'ira pas parce qu'en fait la voiture derrière elle n'est pas prévue pour. Et cette voiture-là, c'est une très bonne sportive et tout, mais elle a été étudiée. Je pense déjà qu'elle est, avec sa puissance d'origine, elle est un petit peu limite par rapport à son environnement de châssis, de freinage, etc., quoi. Tu vois, tu peux déjà très très vite te faire très peur et te faire très mal dans la configuration actuelle. Donc, avant de dire tiens j'y fous des chevaux, moi je ferai autre chose. Comme ce qu'on est en train de faire, ce que tu as vu en bas, parce que tu passais devant la voiture. C'est-à-dire, on va travailler sur un système de freinage plus performant. On va travailler peut-être sur une partie de châssis, peut-être revoir une géométrie, peut-être changer des choses sur les suspensions. Essayer de la faire aller comme ça. Et après, quand on arrivera à avoir une voiture où on arrive aux limites finalement, en disant tiens, on a de la marge, il faudrait qu'on rajoute des watts parce qu'il en manque, on verra à ce moment-là. Mais là, dans l'état, c'est plutôt l'inverse, quoi. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, tu m'as envoyé cette vidéo là de drag race. Effectivement, la 540C, à côté mon ex 600LT, ouais. Et à côté donc la 765 dans laquelle j'étais, et en plus qui est parti avec une petite seconde de retard parce que j'ai pas entendu le digne de départ, quoi. Voilà. Je vous mettrai la vidéo sur Insta pour découvrir un peu les coulisses, mais t'as l'impression en fait que tu les déposes en fait. C'est-à-dire que... Ouais, mais et ce qui est incroyable, c'est que tu montes déjà dans une 600LT ou une 540 préparée. Physiquement, c'est hyper impressionnant, quoi. C'est que tu te dis, putain, mais déjà, pour aller mieux que ça, c'est des voitures qui font déjà des chronos exceptionnels. Donc, c'est ce qui fait aussi la force de McLaren. C'est de se dire, ils avaient un produit où ils avaient mis la barre à une certaine hauteur, mais ils vont pas dire, tiens, on va mettre la barre un peu plus haute. C'est que là, ils ont mis... ils sont montés au sommet, quoi. Et je pense qu'ils ont fait aussi... ce produit-là un peu en se lâchant parce que c'était la dernière. C'était la dernière V8 biturbo de chez McLaren. Voilà. Cette lignée-là, ce modèle-là. Des dinosaures qui vont disparaître, quoi. Ça s'arrête. Place maintenant au V6, V6 avec l'hybridation sur les nouveaux modèles. Donc la 765 LT, ça a été la dernière de McLaren avec ce moteur V8. Qui est totalement dingue, explosif, et je pense qu'ils se sont dit bon allez, on se fait une petite folie, ça sera la fin, mais ça signe une belle fin, quoi. Mais justement, quand t'arrives à un tel modèle, qu'est-ce qui te fait encore rêver en fait? Eh ben écoute, absolument rien. Voilà, c'était le débat parce que comme c'est des voitures qui ont un petit, finalement, comme je te dis, c'est un peu la dernière, c'est une voiture qui a très bonne presse en ce moment. Et les gens ont tendance à se l'arracher. Donc, comme il n'y en a pas beaucoup et que tous les modèles ont déjà été vendus avant même la production de la voiture, on se les arrache un petit peu. Donc, tu as le phénomène de spéculation et ces voitures commencent à recoter plus que le prix de valeur initiale. Et j'ai un ami qui vend des voitures qui me dit mais attends, moi, si tu veux, je trouve un acheteur avec ça. Mais je dis mais je vends ça, rien ne me fait envie en fait.
Quand tu as appris ça, à ce jour en tout cas, il n'y a aucune voiture, quel que soit le budget, il n'y a aucune voiture qui me ferait rêver. Donc tu vas la garder. Donc je la garde. Pour finir un peu ce podcast, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Du temps. Du temps ? Ouais, du temps. Ouais. Comme maintenant. Déjà, merci de m'avoir accordé ça. Non, mais je t'en prie, c'était avec plaisir. Mais aujourd'hui, là, je change un peu j'essaie de changer un peu mon fusil d'épaule au niveau de mon boulot. Et si tu veux, aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à un stade où je suis content. Je suis très content de ce que j'ai. Je suis très content de la façon dont j'ai réussi le business aussi avec tous ceux qui m'ont accompagné. Tu es là où tu voulais être ? Je suis là où je veux être. Mais en fait, si tu veux, je pense que à un moment, tu dois savoir arrêter pour profiter aussi un petit peu de la vie, quoi. Parce que ça fait quand même une bonne dizaine d'années et surtout ces dernières années-là, que mon boulot, c'est vraiment du taf. Et à côté de ça, j'ai envie de faire des choses, quoi. J'ai envie de profiter un peu de ma vie, j'ai envie de profiter de ma famille, j'ai envie de passer du temps avec mes proches, j'ai envie de voyager. Et tout ça, c'est des choses que je me suis interdit de faire jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, très peu, parce que je prends très très peu de vacances. Hein. Je prends 15 jours de vacances par an, donc même pas. Donc j'essaie vraiment maintenant, aujourd'hui, j'essaie de lever un peu le pied. C'est pour ça que j'ai investi aussi dans l'avenir, dans certaines technologies, etc. Parce que je voulais à terme, dans quelques années, prendre un peu plus le temps de profiter de ce que j'ai. Voilà. Et être plus libre, en fait. Ouais. Je te souhaite de pouvoir recommencer à voyager, puisque pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais ça viendra. Tu sais quoi, ne serait-ce qu'un resto en bord de mer, là, je serais l'homme le plus heureux du monde. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, c'était un plaisir, Yann. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Merci d'être venu. Merci de ta proposition. Et puis, écoute. Puis on avait le soleil en plus. On a le soleil, il fait très beau. Et je te souhaite toi aussi beaucoup de réussite dans la suite de tes aventures. Merci beaucoup. À bientôt, Yann. À bientôt. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Charles qui écrit « J'ai découvert Dans la boîte à gants depuis quelques temps et c'est toujours un plaisir de retrouver Yann et ses invités tous plus intéressants les uns que les autres. Bien produit, bienveillant, toujours pertinent. C'est sans aucun doute le meilleur podcast automobile au travers des histoires racontées, des parcours et du prisme de l'automobile, de la passion et souvent de l'entrepreneuriat. Un vrai boost quotidien pour toutes celles et ceux qui sont passionnés d'automobile et de mobilité en général. Merci à toi Yann et de tout cœur avec toi pour la suite. Signé Charles de Grand Détail. Qu'est-ce que je peux dire à ça ? Merci beaucoup Charles, ça me touche énormément comme message. Il se trouve que j'ai regardé ton compte Insta et tu fais du detailing et je suis resté en admiration devant ce compte. Donc oui, merci beaucoup Charles et merci pour tous vos messages. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là aussi où on peut échanger et je réponds absolument à tous vos messages. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube et à activer les notifications pour ne rien rater des prochains épisodes. Vous pouvez aussi découvrir tous les épisodes qui sont déjà sortis, je crois qu'il y en a à peu près 36 maintenant, donc ceux que vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.